Mesdames et messieurs, bonjour à chacun et à tous. Bonjour le Bénin, c'est bel et bien l'émission qui prend le pouvoir. Et pendant 2 heures, nous allons scruter un certain nombre de sujets. Mesdames et messieurs, vous savez, le Bénin a pris le pari de lutter contre la corruption, mais aussi et surtout de la prévenir. Et dans cette veine, notre pays va recevoir une mission internationale d'examen. Où est-ce que le Bénin en est en matière de prévention et de lutte contre la corruption? On en parlera avec un invité. Après, mesdames et messieurs, on va parler de la vaccination antipaludique. Ça fait 1 an que ce vaccin est au Bénin. 1 an après, quel bilan peut-on en faire? Yasmine Damata avec son invité vont nous en parler sur ce plateau. Après, nous irons également dans le monde de l'environnement. Est-ce que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire mondiale, l'on pourrait miser sur l'agroécologie? On va en parler avec nos invités. Et après, mesdames, messieurs, le grand débat aujourd'hui va se porter sur un matériel de construction, les briques écologiques économiques. On va en parler avec un spécialiste, un promoteur qui, toute sa vie, est en train donc de dédier son énergie à ce type de matériel pour des habitations, voilà, pour ne pas dire des habitats résilients. Voilà un peu l'ossature de votre émission de ce matin. Mais avant, vous savez que la messe commence toujours par l'information. Et c'est avec Fifame Ataredi Okonde. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour le Bénin. J'espère que vous allez bien. Ah oui, super bien la forme, par la grâce de Dieu. De votre côté, ça va? Ça va, ça va. Ah super ouais, tranquille. bien aussi. Allez, on va avoir les informations avec vous dans une fraction de seconde. Exactement. Mesdames, Messieurs, pour installer Fifame Ataredi, voici le tapis. Bonjour et bienvenue au bulletin d'information sur Bénin TV. On démarre par les échos du démarrage du certificat d'aptitude professionnelle. Le top a été donné sur l'ensemble du territoire national. Constat dans la Donga avec Jean-Claude James et Yves Agoropessi. Au lycée technique commercial et industriel de Djougou, seul centre du département de la Donga, 152 candidats sont attendus. Ils sont répartis dans 3 spécialités, hôtellerie et restauration, construction bâtiment et électricité. Ceux qui ont répondu présents ont démarré la composition à 8 heures pile avec l'étude de test. Alors, nous venons de procéder au lancement et je pense que tout se passe très bien. L'exhortation que j'ai à l'endroit d'abord de nos candidats, c'est de rester serein parce que les épreuves qui leur seront administrées, ce sont des épreuves largement à leur portée, donc il n'y a pas matière à paniquer. Pour les parents, je voudrais leur demander de nous aider à mieux garder les apprenants durant ces temps de composition pour qu'ils ne dorment pas tard, pour qu'ils puissent se consacrer à la révision de tout ce qu'ils ont vu au cours de l'année, et je pense que s'ils font tout ça là, les bons résultats seront de notre côté. Cette première phase se déroule jusqu'au jeudi prochain, soit 4 jours pour tenter de décrocher son certificat d'aptitude professionnelle. Et dans le mono, c'est au lycée technique et professionnel de l'Okosa que les épreuves ont été lancées. Lancement effectué par le préfet Bienvenu Miloin, Évariste Zomaon et Samirat Chabimani pour les détails. Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle qui planchent au centre d'examen du lycée technique et professionnel de l'Okosa pour le compte du mono sont répartis dans 3 filières. Dans ce centre, nous avons au total 331 candidats, dont 43 filles pour 3 spécialités. La spécialité opérateur géomètre qui regroupe 10 candidats, la spécialité électricité qui regroupe 165 candidats et la spécialité construction bâtiment qui regroupe 156 candidats. 8 heures, lancement de la première épreuve, celle de la composition française. Les candidats en pleine concentration sont invités à la sérénité par l'autorité préfectorale venue leur apporter son soutien. Nous avons pu constater à travers la visite des 11 salles que nous avons ici sur ce site que les enfants sont dans de bonnes conditions. Vous savez que depuis quelques années, nous prenons l'excellence dans le mono et ce n'est qu'à travers les résultats
qui pourront nous confirmer ou nous conforter dans cette vision que nous avons tous ici. Pas de panique, comme on l'a dit dans les salles, pour qu'on ait de très bons résultats dans le département du Molo. Chers parents, le candidat, donc parents d'élèves, je vous invite à soutenir donc, vos enfants, à les motiver, à les encourager à bien composer. Les autorités présentes se sont aussi rappelées du regretté ministre Kwaro Yves Chabi, dont les efforts ont permis d'organiser dans de bonnes conditions cet examen qu'est le certificat d'aptitude professionnelle cette année encore. Et dans le zoo, le lycée technique de Boïcon a accueilli les candidats. Notre équipe sur place était au centre de composition pour s'imprégner du déroulement des épreuves. On note calme et sérénité dans les rangs. Les détails avec Pierrette Adanyossi et Cadnel Kapou. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP est effectif ici, au lycée technique de Boïcon, l'unique centre retenu pour le compte du département du Zou. Ce matin, ils ont une matière commune qui passe dans toutes les salles, les 45 salles. Et c'est la composition française. 1010 candidats inscrits, filles comme garçons, composent dans 4 options: les sciences et techniques industrielles STI, enseignement familial et social EFS, hôtellerie-restauration HR et sciences et techniques des métiers d'art STMA. Et donc en EMA, vous avez 64 candidats, en MG, 44 candidats, en RC, 23 candidats, en EL, 333 candidats, en CB, 359 candidats, en PL, 48 candidats, en OG, 148 candidats. En ce qui concerne les surveillants de salle, ils étaient tous arrivés à l'heure et nous avons commencé l'examen du CAP au LITEB à 8h00. Nous voudrons demander donc à ces candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous voulons demander également à leurs parents de les accompagner jour après jour, jusqu'au dernier jour. C'est très important. Il faut les ménager. 4 jours durant, les candidats vont affronter les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP, toutes options confondues. Direction Parakou à présent, où le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgou a procédé au lancement officiel des épreuves de cette première journée. Olviga Messan et Enoch Moupati se sont rendus au collège privé d'enseignement technique Don Bosco pour le constat. Voici leur reportage. De petites révisions en groupe par endroit, des vérifications de non pas d'autres. Ainsi débute la première journée de composition du certificat d'aptitude professionnelle CAP à Parakou. Je me sens déjà prêt à pouvoir composer parce que j'ai bien appris mes cours et j'ai aussi reçu le soutien de mes profs et de mes parents. On va composer le français, puis l'hygiène et enfin la mathématique. Et je crois que ça ira. À 7h45, l'heure est au dernier ajustement dans les salles de composition. Avant le lancement, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgou adresse quelques mots d'encouragement aux candidats. Tout le monde est là pour vous soutenir. Donc n'ayez pas peur. Voyez, lisez attentivement les épreuves avant de les aborder. Voyez, et organisez-vous. Et le succès sera au rendez-vous. Dans le département du Borgou, 2 centres sont retenus pour cet examen national. Les candidats composent dans plusieurs options, et ce pendant 4 jours. Ici à Don Bosco, nous avons 4 filières. Il y a la mécanique générale, il y a la mécanique automobile, et puis nous avons l'électricité aussi, et la construction bâtiment. L'épreuve qui est en train de passer actuellement, c'est la composition française. Et c'est une épreuve qui est commune à toutes les filières. L'obtention du CAP permet une insertion directe sur le marché du travail. Ce diplôme reste un véritable tremplin vers l'autonomie pour de nombreux jeunes en quête d'emploi.
Et puisqu'on est dans le secteur de l'enseignement, on s'intéresse aux sciences économiques, une filière pas très prisée par les femmes par le passé. Mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Elles sont aujourd'hui nombreuses à en faire un choix de carrière. Nous avons rencontré quelques femmes qui en ont fait une option. On regarde. Et quand on dit sciences économiques, ça aborde beaucoup de choses. Félicienne Sophie Huevo, pas de nom, une passionnée des sciences économiques. L'inspecteur général des finances à la retraite a manipulé les chiffres pendant 40 années de sa vie. La passion pour les sciences économiques a commencé depuis l'université où après mon bac, j'ai choisi la filière sciences économiques. J'ai après choisi une autre spécialité, trésor et fiscalité. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer jusqu'à passer le concours des inspecteurs des finances. L'auteur de l'ouvrage Lexique économique et financier faisait partie des rares femmes à l'époque à s'intéresser aux sciences économiques. Quand j'étais à l'université pour les sciences économiques, nous étions un tiers par rapport aux hommes. Donc le nombre de femmes n'était pas très important, mais il y en avait quand même. Et justement, d'autres générations de femmes leur ont emboîté le pas. En tant qu'ingénieur agronome, j'ai été seule dans la promotion parce que d'abord en agronomie c'est difficile et les femmes n'aimaient pas en notre temps. Mais maintenant c'est assez ouvert, il n'y a plus de concours pour y entrer. Il faut noter aussi que tout ce qui est difficile, les femmes reculent. Mais c'est l'éducation. Moi, j'ai connu des femmes qui sont très dynamiques et essaient de relever des défis. La science économique n'est pas difficile si tu sais la pensée qui sous-tend ça. De façon générale, le taux de scolarisation des femmes reste inférieur à celui des hommes. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont moins nombreuses dans les filières scientifiques et techniques. La complexité des concepts économiques, les stéréotypes du genre et aussi la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale sont autant d'obstacles. Mais en réalité, que comprendre par sciences économiques ? C'est l'une des disciplines des sciences sociales qui s'occupe de l'analyse de la façon dont les agents économiques affectant les ressources rares à la satisfaction des multiples besoins illimités auxquels nous faisons face tous les jours. Quand on entre dans les facultés des sciences économiques et de gestion, il semble avoir une forme de partition où on retrouve beaucoup plus les femmes, les filles dans les filières de gestion et beaucoup plus les garçons dans les filières économiques. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Les femmes s'imposent de plus en plus dans les sciences économiques. Des progrès ont été réalisés grâce aux initiatives gouvernementales. Beaucoup de choses ont été faites. Mais quand nous prenons les filières comme les filières d'économie appliquée, par exemple en planification, nous avons beaucoup d'étudiantes qui viennent. Cette année, par exemple, l'une de nos filières en planification, nous avons 34 étudiantes contre 19 étudiants. Donc, les femmes sont bien orientées, ça dépend du profil d'entrée. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent être des économistes. Ça fait quand même partie de mes passions, les sciences économiques, puisque après, je ne vais pas chômer. Il y a beaucoup d'opportunités. Des opportunités d'emploi, mais aussi une passerelle ouverte pour se démarquer et se hisser au rang des pionnières qui ont contribué à transformer les économies. Pour pouvoir nous recenser. La commune de Diougou n'est pas restée en marge de la célébration de la 32e journée internationale de la liberté de la presse. Sur initiative des journalistes exerçant dans cette commune, cette journée a été marquée par un programme spécial dont une conférence débat. Jean-Claude James et Yves Agoropessi pour plus de détails. Loin de leur rédaction le temps de cette conférence débat, ces professionnels mènent la réflexion autour du 3 mai. Au cœur des échanges, le thème de cette 32e édition, informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias.
L'intelligence artificielle est incontournable d'abord. Et si elle est incontournable, c'est qu'il y a des opportunités autour. Nous pouvons, avec l'intelligence artificielle, révolutionner notre métier de journalisme. Mais en même temps, elle va constituer une menace lorsque nous ne saurons pas comment l'utiliser. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment renforcer nos capacités. Si quelqu'un revient d'un entretien sans image, la personne peut solliciter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle te crée des images parfaitement. On a des outils qui peuvent nous permettre rapidement de traiter des sons qui ne sont pas bons à la prise, qui peuvent vraiment te donner des sons comme si c'était fait au studio. Elle est intéressante, mais il faut la conscience humaine, puisqu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Avant cette conférence, ces acteurs des médias ont répondu présents au rendez-vous de la Marche du Cœur dans la matinée. Environ 2 heures dans les rues de Djougou, entre confrères. Cette initiative visant à commémorer la Journée internationale de la liberté de la presse entre confrères et consoeurs de la même commune est une démarche de brassage et de consolidation des liens fraternels. C'est pourquoi je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous remercier pour avoir cru en cette belle initiative qui nous permet aujourd'hui de réfléchir ensemble sur la thématique essentielle de cette année. Une activité physique, une causerie débat, le programme de ce 3 mai prend fin dans une ambiance festive. On parle santé dans ce bulletin d'information. Et si, face à la maladie, toutes les formes de médecine formaient un bloc pour mieux soigner? Eh bien, c'est le message de la santé à tout prix, un ouvrage qui bouscule les certitudes et invite à une approche complémentaire de soins. Le livre prône le dialogue entre médecine conventionnelle et alternative thérapeutique, avec un seul objectif, replacer le patient au cœur du système de santé. Retour sur le lancement du livre avec Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Et si la médecine moderne et la médecine traditionnelle n'étaient pas des rivales, mais des alliés? C'est à cette réflexion qu'invite cet ouvrage, La santé à tout prix. Une œuvre qui plaide pour une approche holistique du soin où toutes les alternatives sont à explorer pour préserver la santé. L'objectif de cet ouvrage, c'est d'inviter les thérapeutes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de notre santé, qu'ils soient de la médecine allopathique ou des médecines alternatives, et les malades à n'occulter aucune solution lorsqu'ils sont en situation de maladie. D'où que vienne cette solution, il faut pouvoir l'utiliser si l'objectif est réellement de sauver l'humain. Dans un style simple, accessible et documenté, l'auteur explore les complémentarités entre les savoirs médicaux ancestraux et les avancées scientifiques contemporaines. Et je voudrais que davantage nous travaillions à aider le maximum de personnes à guérir véritablement des maladies dites incurables. Tel un plaidoyer, l'ouvrage La santé à tout prix rappelle que face à la maladie, aucune voie ne devrait être ignorée. Et les fidèles de l'Église du christianisme céleste de Bantais sont reconnaissants envers le président Patrice Talon. Au retour d'une messe d'action de grâce organisée le week-end dernier, ils ont prié pour le chef de l'État et son gouvernement pour avoir amorcé le processus de la réunification de leur confession religieuse. Pierrette Adanyossi, Kadnel Kakbo pour les détails. Par une procession cadencée de chants et danses, les fidèles de l'Église du christianisme céleste de toutes les paroisses de Bantais ont investi le stade de la commune pour rendre grâce à Dieu. Ces fidèles ont loué, adoré et invoqué Dieu et salué la démarche du président Patrice Talon qui, dans un esprit de responsabilité, a pris l'initiative de réunir les révérends pasteurs et les dignitaires de l'Église afin d'écrire une histoire, celle de la réunification. Ce n'est pas facile d'unir deux frères qui sont en opposition, mais il l'a fait. Nous lui rendons grâce. Si nos frères, nous sommes ensemble, nous restons ensemble, il n'y a rien de plus beau que ça.
je demande à toute l'assistance d'acclamer fort pour notre président de la République, le président Athanase Guillaume Talon. C'est très bon par rapport à ce qu'il nous a fait pour réunir. Merci beaucoup. Ce processus de réconciliation, de dialogue et de pardon pour la résolution de leurs différends, mis en marche par l'artisan de paix, le président de la République est soutenu par Dr Jean Abalo, leader de Banté et militant du Parti Bloc républicain. C'est une initiative très noble qui doit être encouragée, qui doit être célébrée pour dire merci à Dieu et confier le chef de l'État dans les mains du Tout-Puissant, afin que le processus de réunification qu'il a commencé au niveau de l'Église du christianisme céleste puisse aboutir. Et pour un heureux aboutissement de cette médiation, le militant du Parti Bloc républicain invite tous les responsables et fidèles de l'Église du christianisme céleste et ceux des autres obédiences religieuses à soutenir cette démarche unificatrice et à porter les membres du Conseil supérieur de transition installés dans leurs prières. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Bénin TV. Et oui, nos programmes vont donc se poursuivre avec l'émission Bonjour le Bénin. FIFA et Salomé Atalodi, je vous souhaite une bonne suite de journée également. Merci à vous aussi. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. La prochaine fois, c'est demain. C'est demain, bien évidemment. Allez, mesdames, messieurs, nous, on va poursuivre cette émission et je vous le disais en introduction que notre pays, le Bénin, accueille donc une délégation, une mission d'examen pour voir où est-ce qu'on en est justement en matière de lutte contre la corruption, mais aussi et surtout en matière de prévention de la lutte contre la corruption. Vous le savez très bien, notre pays s'est engagé sur cette voie-là. Pour nous parler de cette mission, on va recevoir un invité. Voici le tapis de l'invité. Il est déjà sur ce plateau, Dr Eloge Francis Ataledi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes un habitué de ce plateau, hein? Oui, je crois. Mais ce matin, vous n'êtes pas là pour débattre. Non, mais là, je suis envoyé par le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption dans le cadre de la visite pays des examinateurs du Bénin sur l'application des dispositions de la Convention de Mérida, c'est la Convention des Nations Unies contre la corruption. Alors, je rappelle que vous êtes le chargé à l'éthique, c'est ça, hein? Oui, donc chargé de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance, d'éthique de l'éthique et de l'intégrité. De l'intégrité au niveau du Haut Commissariat pour la prévention de la corruption, c'est ça, hein? C'est exact. Alors, dites-nous, en quoi consiste cette mission qui sera effectuée par deux pays, à savoir la Gambie et la Suisse? Je crois que le Bénin a souscrit à une convention, a ratifié la convention de Mérida, la Convention des Nations Unies contre la corruption. En fait, c'est en 2003 que la communauté internationale a mis en place cet instrument. Le Bénin a adhéré en 2004. Et par rapport aux différents cycles d'évaluation, puisqu'il y a eu un mécanisme qui a été mis en place au cours de la troisième session qui s'est tenue à Doha, au Qatar, où les TDR, évidemment, du mécanisme d'examen a été adopté. À partir de Doha, le principe est acquis qu'il faut chaque fois évaluer les États dans la mise en application des dispositions de la Convention. Et à ce titre, il y a eu un premier cycle. Le Bénin a été tiré au sort en juin 2010 pour être évalué par la Finlande et le Zimbabwe. Maintenant, je crois pour la seconde évaluation, le deuxième cycle, c'est en 2018 que le Bénin a été tiré au sort. Il y a un processus qui est en cours. Le processus, c'est qu'il y a des questionnaires, une liste de questionnaires adressés au pays, des réponses qui ont été produites. Maintenant, il y a eu d'autres observations qui ont été faites par les examinateurs. Il y a eu au Bénin un atelier national qui s'est tenu du 15 au 17 septembre 2021 où différentes parties prenantes, les experts gouvernementaux, ont travaillé à produire des réponses. Mais curieusement, c'est que
l'autorité nationale de régulation, l'autorité nationale de la lutte contre la corruption qui existait, a cessé ses activités, je crois, en 2021. Donc, à la suite de la cessation, c'est que le processus n'a pas suivi son cours. Maintenant que le Bénin a installé, à la faveur de la loi 2020... Un autre organe. Oui, à la faveur de la loi 2020-09 du 23 avril 2020, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le processus a repris. Et là, il faut avouer que le cycle, c'était 2007-2021, mais ce cycle a été rallongé jusqu'à décembre 2025. Le Bénin, donc, a l'occasion d'actualiser les données parce qu'il y a eu plusieurs évolutions majeures au plan normatif et au plan institutionnel. Et donc, ça va permettre d'actualiser les réponses qui ont été formulées entre-temps. Mais le Bénin a été, certes, État évalué, mais le Bénin aussi a été évaluateur. Avant d'en arriver au Bénin évaluateur, dites-nous, lors de cette mission, quels sont les acteurs qui seront impliqués dans cette évaluation? Ben, il faut dire évidemment qu'il y a des acteurs majeurs, notamment les acteurs clés du gouvernement. Il y a les experts gouvernementaux, les autorités judiciaires, il y a les représentants de la société civile, du secteur privé. Donc, il y a différents acteurs et les parties prenantes qui sont engagés dans la lutte contre la corruption au Bénin, sont identifiés et conviés à ces sessions qui vont se tenir sur 3 jours. Rappelez-nous déjà les jours. Je crois comprendre que c'est à partir d'aujourd'hui. Mais oui, si, tout à l'heure, je crois pas de 9h, il y aura la cérémonie d'ouverture. Les travaux vont démarrer. Aujourd'hui, ils vont durer jusqu'au 8. Du 6 au 8, le Bénin fera l'objet d'évaluation de la part des examinateurs qui sont venus. Le Bénin sera examiné par la Gambie et par la Suisse. Sous la coordination, évidemment, du secrétariat de l'ONU-DC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Alors, docteur Ataledi, dites-nous, quel est l'intérêt pour le Bénin d'accepter cette mission d'évaluation? C'est après que le Bénin, en fait, est engagé à respecter ses engagements et ses conventions, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, la prévention et la lutte contre la corruption. Vous comprenez avec moi qu'il y a eu plusieurs outils qui ont été mis en place. À la faveur de la loi 2020-09, j'ai dit que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé. Mais à part ça, il y a eu le décret 2022-040 qui a institué la cellule d'analyse, de traitement des plaintes et dénonciations. Et au plan législatif, il y a eu des travaux qui ont été faits récemment au niveau du ministère de la Justice où on a évalué les différentes lois. Donc, au plan législatif, il y a eu assez de réalisations, beaucoup d'avancées majeures qui nous permettent de dire que nous sommes vraiment engagés dans la prévention et la lutte contre la corruption. Donc, le Bénin, en acceptant cette évaluation, donne la preuve à la face du monde de son engagement pour la justice, pour la transparence, mais aussi pour l'équité et le respect de la coopération internationale. Parce que le Bénin a mis l'accent sur la coopération internationale comme un levier important dans la lutte contre ce fléau mondial d'une ampleur et d'une complexité inégalée. Vous avez sorti le mot tout à l'heure, le mot transparence. Quelle est, disons, la place de la transparence dans la lutte contre la corruption et la prévention de la corruption au Bénin? Je crois que la transparence est un levier important parce que vous savez évidemment que l'accent est mis sur le respect des procédures. En fait, la transparence suppose le respect des procédures. Dans le cadre de cette évaluation, il y a 2 chapitres qui seront examinés. Le chapitre 2 et le chapitre 5 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le chapitre 2, en fait, porte sur les mesures préventives. Et le chapitre 5 porte sur le recouvrement des avoirs. Et le Bénin a déjà répondu à cette question. Mais comme le cycle était bouclé pratiquement en 2021, mais allongé maintenant en 2025, le Bénin aura l'occasion, à travers ses experts et à travers les parties prenantes à cette visite pays, de prouver qu'il a toujours respecté son engagement vis-à-vis des instruments auxquels il a souscrit pour lutter et prévenir la corruption. Et il faut avouer évidemment que depuis un moment, le Bénin fait de la sensibilisation aussi, parce qu'il faut niveler par le bas. Nous faisons de la sensibilisation sur les méfaits de la corruption. Et il y a plusieurs outils qui sont en vue pour permettre au niveau de nos administrations d'avoir des codes d'éthique, parce qu'il y a des codes qui existent, mais il faut les actualiser pour que nous puissions développer des comportements vertueux.
c'est-à-dire le respect de la transparence, mais aussi la gouvernance responsable et vertueuse. Gouvernance responsable et vertueuse, que fait alors votre institution, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Notre mission essentielle, c'est de prévenir, de détecter, d'éduquer, de sensibiliser. Et nous y sommes. Lorsque nous avions fini de boucler nos enquêtes, évidemment, nous donnons les inputs à des structures de répression. Nous travaillons avec toutes les structures de répression. Donc le Haut Commissariat, je crois, est au cœur de cette lutte, de cette prévention et de la lutte contre la corruption. Mais fondamentalement, c'est la prévention. Alors, docteur Francis Eloge Atadé, le Bénin donc, qui accueille... Atadé, pardon, autant pour moi. Le Bénin accueille donc cette mission. Quelles sont les perspectives à la fin de cette mission-là? Vous savez évidemment que cette mission vise essentiellement à partager les bonnes pratiques au niveau des États parties de la Convention, mais aussi cette mission vise à soutenir les efforts que déploient les États membres dans la prévention et la lutte contre la corruption. Et je crois que les perspectives, c'est qu'à l'issue de cette évaluation, il y a des progrès réalisés qui seront constatés, il y a certainement des défis qui restent à relever, et on va identifier évidemment à travers les échanges fructueux que nous aurons avec les différentes parties prenantes, quelles sont les mesures les plus adaptées face aux spécificités du Bénin pour que nous puissions progresser dans la prévention et la lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez le sentiment que le Béninois perçoit votre mission? Oui, je crois que le Béninois perçoit. Actuellement, je crois que même le secrétaire général du Haut Commissariat de la prévention de la corruption, le docteur Olivier Chalatine-Deou, il est en mission, il est dans les îles Maldives. Il avait quitté le Nigeria, il est allé en Côte d'Ivoire, il est encore en mission. Mais de là-bas, il suit tout ce qui se passe. Et je crois que le haut commissaire, le bâtonnier Jacques Migan, je crois en 2004, au moment où le Bénin souscrivait, ratifiait la Convention, il était aux côtés de feu général Kédougou. Donc, il connaît bien le processus. Curieusement, donc, c'est des sachants qui sont à la tête de cette institution. Je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, a bien vu en identifiant une valeur comme le haut commissaire, en fait, M. Jacques Migan, pour continuer cette œuvre gigantesque. Parce que c'est vrai que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption n'existe plus, mais le haut commissariat assume pleinement les missions dévolues à la prévention et surtout à offrir des intrants pour la lutte contre la corruption. Alors, rappelez-nous donc les dates, le lieu, surtout l'heure où la cérémonie va se passer pour que tous les acteurs qui nous suivent à ce moment puissent se le rappeler. Je crois que la cérémonie, en fait, les sessions vont se dérouler du 6 au 8. Les examinateurs ont 3 jours à passer au Bénin. C'est l'hôtel Bénin Royal, Hôtel qui accueille les activités. Je crois que l'ouverture officielle se fera dans quelques heures. À 9h. À l'ouverture, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, le ministre chargé de la coopération, il sera. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation, ministre en charge des relations avec les institutions, il sera aussi. Le ministre des Affaires étrangères, il sera. Les différents cabinets ministériels sont représentés. Les experts gouvernementaux, ils seront. Les autorités judiciaires, ils seront. Les représentants de la société civile et du secteur privé, ils seront. Donc vous voyez bien que différents acteurs vont participer à ces différentes sections pour partager les bonnes pratiques et identifier évidemment les mesures les plus idoines qui permettront de relever les défis éventuels qui seront constatés. Docteur Eloge Francis Atadé, voilà, j'y arrive, c'est correct maintenant. Hein? C'est exact, c'est correct. Allez, on vous souhaite une très bonne session, en espérant que le Bénin puisse gravir les marches de l'échelle pour pouvoir se hisser donc au sommet, au rang des nations qui combattent réellement la corruption pour que nos ressources se portent mieux. Le Bénin a toujours respecté ses engagements internationaux et je crois que c'est la preuve. En acceptant d'accueillir cette mission d'examination, en fait d'évaluateurs, c'est la preuve que le Bénin marque un tournant décisif dans la démarche qu'il a toujours observée, le respect des lois et conventions
auquel le pays a souscrit. Donc c'est un événement national. C'est l'État béninois qui est engagé. Il faut rappeler évidemment que ce processus d'évaluation n'implique pas une ingérence dans les affaires intérieures des États. L'article 4 de la Convention stipule clairement qu'il y a non-intervention, non-ingérence dans les affaires intérieures des États. C'est l'échange des bonnes pratiques et surtout le soutien que les États apportent chacun à l'autre pour mener cette lutte contre ce fléau mondial. Merci à vous. On vous retrouvera certainement à la fin de cette mission. Vous reviendrez sur ce plateau nous faire un petit bilan, n'est-ce pas? Ce sera avec plaisir. Allez, merci à vous, Dr Francis Eloge Attadé. Je rappelle que vous êtes le chargé de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au Haut-Commissariat, voilà, à la prévention de la corruption. Vous étiez donc dans ce studio, sur ce plateau, pour nous parler donc de cette mission d'évaluation, cette mission d'examen qu'accueille le Bénin. Et c'est la Suisse et la Gambie qui viennent donc évaluer notre pays en matière des bonnes pratiques de gouvernance pour que la corruption soit conjuguée au passé. C'est exact. Bonne journée à vous, Dr Attadé. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Voilà, le docteur Attadé va céder son siège à un autre invité qui va venir sur ce plateau, voilà, pour nous parler donc d'une autre thématique. Je le disais en introduction, notre pays a commencé, disons, par expérimenter, oui, c'est le lieu de le dire, hein, le vaccin contre le paludisme. Quand on sait que sous les tropiques, le paludisme fait partie des maladies les plus virulentes, le pays a donc choisi d'aller au vaccin, le vaccin antipaludique. Un an après, quel bilan peut-on faire de cette pratique dans notre pays? Yasmine Damata et son invité sont là pour nous en parler. Yasmine, bonjour. Bonjour Alain Sotouma. Comment allez-vous? La pleine forme comme d'habitude. N'est-ce pas? Ce matin, vous avez choisi donc de nous parler du vaccin antipaludique. Tout à fait. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de Bonjour le Bénin. Bonjour à notre invité qui s'installe également, Dr Dandonoubo. C'est bien cela? D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, Alain, oui, c'est vrai. Ce matin, nous allons parler du vaccin antipaludique. Vous savez, depuis quelques années, ou je dirais dans le monde, il y a un enfant qui meurt sur le coup de la maladie de paludisme. Du coup, aujourd'hui, nous allons en parler avec notre médecin puisque le Bénin a intégré le vaccin antipaludique un an après. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le bilan? Est-ce que ça a réellement prospéré? Est-ce que le taux a diminué? On verra avec notre médecin qui est déjà sur ce plateau. Et vous faites bien de le dire parce que le docteur Kodjo Dandonoubo est le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour madame la journaliste. Oh, bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-nous déjà, le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, c'est quoi son rôle dans cette lutte? Merci madame la journaliste. Le programme national de lutte contre le paludisme est le bras opérationnel du ministère de la Santé pour mettre en œuvre les interventions identifiées comme porteuses d'effets d'impact en matière de lutte contre le paludisme. Alors, on nous a dit depuis quelques années, disons un an, jour pour jour, que le vaccin antipaludique est sur le territoire béninois et que des enfants ont été vaccinés. C'est quoi concrètement le nom de ce vaccin? Merci. Effectivement, ça fait pratiquement un an jour pour jour, le 25 avril 2024. Le lancement officiel de l'intégration de la vaccination au programme élargi de vaccination a été fait avec l'appui et l'accompagnement du ministre de la Santé, tous les partenaires techniques et financiers. Le vaccin que le Bénin utilise, son nom c'est RTSS. D'accord, RTSS. RTSS. Et c'est destiné à quelle tranche d'âge? Ce vaccin est destiné aux enfants âgés de 6 mois à 2 ans. 6 mois à 2 ans, mais quelles sont les communes qui ont été ciblées pour cette première phase? Il faut dire que d'abord le déploiement a connu une phase pilote. D'accord. Comme c'est un nouveau vaccin, voilà, c'était 3 zones sanitaires. Après une phase pilote d'à peu près 3 mois et demi, 13 nouvelles zones sanitaires ont été intégrées. Et ça couvre
un ensemble de 8 départements, avec une quarantaine de communes. Alors, quand on passe d'une zone sanitaire à 12 ou à 13, quand on est dans 8 départements sur 12, est-ce le signe du succès de ce vaccin? Quand je fais 3 plus 13, ça fait 16 zones sanitaires. Le Bénin compte 34 zones sanitaires. Est-ce le signe d'un succès? Je dirais oui. Je dirais oui parce que la phase pilote a été concluante. Il y a eu plus de peur que de mal. Et donc, sur la base des éléments tirés de cette phase pilote, le gouvernement, le ministère a choisi d'étendre à 13 nouvelles zones sanitaires pour que ça fasse 16. L'objectif final, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national, mais de façon progressive. Alors, docteur Dandonougbo, moi j'ai envie de vous demander, quand vous avez fait l'implémentation de ce vaccin-là, qu'est-ce que vous avez observé dans ces zones? Ce que nous avons observé, je vais l'aborder sous trois angles. D'accord, lesquels? Le premier angle, c'est par rapport à l'adhésion du personnel de santé. On n'a pas vraiment noté une résistance puisque ça fait partie de leur train-train quotidien. Par rapport à la population, on peut se demander, mais comme c'est un nouveau vaccin, est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce qu'ils vont accepter? Là également, comme tout nouveau produit, au départ, peut-être de petites hésitations, mais l'engouement a été total. Il y a une forte adhésion et vous auriez pu constater au moment où les premiers stocks de vaccins étaient réceptionnés, c'était vraiment salué par tous. Et le troisième élément, peut-être qu'on va y revenir, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais quand on a commencé par administrer, est-ce qu'on a noté un effet positif? Et là, tout de suite... Une régression du taux de palu, par exemple, dans ces zones sanitaires. Oui, là, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, on a commencé, mais on n'a pas encore suffisamment de recul. Ça fait pratiquement 1 an. Tous les enfants qui sont enrôlés n'ont pas encore eu toutes les doses. Et voilà, donc il y aura un travail d'évaluation qui sera fait pour vraiment imputer les avantages, les progrès observés à l'association du vaccin aux autres interventions qui sont déjà en cours. Mais parlons du calendrier alors vaccinal. Comment intégrer, comment établir ce calendrier au point où comment se fait les prises de doses par les enfants? Les prises de doses sont calquées sur certaines interventions dont les enfants bénéficient déjà. Et donc la première dose, c'est à 6 mois. D'accord. C'est à 6 mois que l'enfant prend sa première dose. À 7 mois, il prend la deuxième dose. À 9 mois, il prend la 3e dose. On sait que déjà à 9 mois, les enfants habituellement recevaient le vaccin contre la rougeole, contre la rubéole, un certain nombre de choses. Et donc, c'est calqué là-dessus. Et puis la 4e dose à 18 mois. Alors, quelles sont les doses totales à recevoir par un enfant quand on parle du vaccin antipaludique? Oui, ça fait 4 doses. 6 mois, 7 mois. 6 mois, 7 mois, 9 mois et 18 mois. Voilà. D'accord. Ça fait 1 an, 18 mois, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Mais vous avez dit que l'enfant peut être vacciné de 6 mois jusqu'à 2 ans. Oui. Est-ce que ceux qui ont au-delà de 2 ans ne reçoivent pas ce vaccin ou ne sont pas pris en compte par les PEV? Oui, l'idéal, c'est jusqu'à 2 ans parce que on s'est rendu compte que les enfants âgés de moins de 2 ans, dans la tranche de ceux âgés de moins de 5 ans, constituent encore une cible particulièrement vulnérable. Et donc, de façon exceptionnelle, lorsque l'enfant rate son rendez-vous de 18 mois et peut-être dépasse légèrement 2 ans, jusqu'à 36 mois, on les rattrape pour leur donner le bénéfice de cette 4e dose. D'accord. Ouais. D'accord, mais est-ce à dire, ce que je voudrais comprendre, ceux qui ont au-delà de 2 ans, ces enfants qui ont jusqu'à 5 ans, sont exempts de cette protection?
Oui, tel que je l'ai dit, idéalement, il faut que l'enfant soit vacciné au plus à 2 ans. Mais si par concours de circonstances, il dépassait légèrement, je crois que les agents de santé sont formés pour et savent que peut-être jusqu'à 36 mois au plus, ils peuvent rattraper exceptionnellement ces enfants-là et leur donner le bénéfice de cette 4e dose. Alors, pendant ces prises de vaccins, est-ce qu'il y a des parents qui hésitent encore à le faire? Hésitation actuellement, pas vraiment. Comme je l'ai dit, c'était peut-être au démarrage. Mais là, puisqu'on n'a pas encore couvert toutes les zones sanitaires, tous les départements, et donc je pense que globalement, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. On parle de vaccin, en tout cas, il n'y a pas de vaccin sans effet secondaire. Par rapport au vaccin antipaludique, c'est vrai, ça protège nos enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur ces vaccins? À cette date, le point qui est fait, et là je voudrais rassurer les téléspectateurs pour dire que le système sanitaire a un dispositif de surveillance et de veille, d'abord pour toutes les maladies cibles de la vaccination et en général pour les problèmes de santé, et aussi un dispositif pour tout ce qui concerne la pharmacovigilance. Et donc les données qui sont remontées prouvent aujourd'hui qu'il y a fondamentalement ce qui est rapporté, bien sûr, les douleurs au point d'injection. Et ça, c'est normal. Lorsqu'on pique, ça va forcément faire mal. Ça va faire un peu mal. Ça sur 2-3 jours. Sur 2-3 jours, et puis ça passe. Les mamans le savent. La deuxième chose, ce sont les fièvres. Et ce n'est pas systématique. Donc, chez certains enfants, la fièvre, mais on sait que c'est pendant 2-3 jours que ça dure 2-3 jours et puis ça passe. Voilà. Alors, vous pouvez nous rappeler les 13 zones sanitaires, je dirais 16 zones sanitaires où le vaccin antipaludique a été déjà donné aux enfants? Je vais lister les départements. Il y a les départements du nord et du centre. Donc, il y a la Liborie, la Takora, il y a la Donga, il y a le Borgou, il y a les collines, il y a le département du Koufo et le département de l'Atlantique littoral, notamment la zone sanitaire à la Datofosé, et puis le département du Sud. Alors, pour ces personnes qui ne sont pas dans cette 13 zones sanitaires, est-ce à dire qu'ils ne peuvent pas le faire? Est-ce que pour ceux qui ne sont pas dans ces zones sanitaires, ils peuvent également aller vers ces zones pour se faire vacciner, ou il faut carrément rester sur ces zones? Bon, c'est idéalement. Oui. C'est pour les enfants cibles de ces zones sanitaires, de ces zones sanitaires qui sont réparties dans ces départements que j'ai cités. Et donc, demander aux parents de quitter leur département pour aller, ce n'est pas forcément... Pas forcément de quitter. Si j'ai fait un tour dans l'un de ces départements et que finalement j'ai envie de faire vacciner mon enfant, est-ce que c'est bien possible de le faire, ou il faut respecter la zone sanitaire, ou tant que je ne suis pas j'habite pas cette zone, il ne faut pas que je le fasse à mon enfant? Il vaut mieux respecter, parce que si vous êtes de passage, je suppose que vous avez quitté Cotonou, que vous êtes allé à Alada, ou à Savalou, ou à Tchaourou, mais après, les rendez-vous, ce n'est pas forcément évident. Les rendez-vous de suivi pour prendre toutes les doses, ce n'est pas forcément évident. Docteur Dandon Nwumbo, dans une nation, on cherche le progrès. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on parle du vaccin antipaludique pour les enfants. Est-ce que le Bénin pense peut-être à un vaccin? Parce que les adultes aussi en souffrent. Est-ce que vous avez pensé aux adultes? Je vous vois venir. Les adultes, tout le monde veut se protéger du paludisme. Tout le monde veut se protéger. Pour le moment, le Bénin est concentré sur les enfants. Ce n'est pas exclu qu'avec le développement de la technologie, le renforcement du dispositif, que peut-être d'un instant ou d'un jour à l'autre, dans quelques années, qu'il y ait les vaccins qui ciblent aussi les adultes, ce n'est pas exclu. D'accord. Pour l'instant, les adultes vont donc se prévenir, doivent prendre les dispositions pour ne pas se faire piquer par l'anophèle.
Et vous pouvez nous rappeler ces dispositions, bien sûr. Oui, les dispositions, elles sont valables pour tout le monde. Aussi bien pour les enfants que les adultes. Oui. Absolument, absolument. Déjà, on commence par l'hygiène autour de notre habitat. Et quand on parle d'hygiène, c'est surtout la suppression de tout ce qui peut constituer de gîtes larvaires. Compte tenu de l'eau, faciliter la multiplication des moustiques. La deuxième chose, c'est dormir sous moustiquaire toutes les nuits et toutes les saisons, mais également travailler à renforcer la double barrière. Quand on parle de la double barrière, on dort sous moustiquaire, mais tout ce qui est grillage et tout ce qui est fenêtres et autres, voilà, on doit pouvoir les accès, on doit pouvoir mettre des grillages. Je sais aussi qu'il y a la vaccination, on l'a déjà dit. Pour les femmes enceintes qui vont à l'hôpital pendant les consultations prénatales, il y a des mécanismes qui sont en place. Non seulement on leur donne le moustiquaire pour s'assurer qu'elles en disposent, mais il y a la prophylaxie qu'on utilise à base de sulfate d'oxypyrimétamine, qu'on leur donne tous les mois à partir de la 16e semaine. Il y a également d'autres interventions qui sont en cours, qui ciblent les enfants, notamment la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Et ça couvre un certain nombre de départements, surtout ceux du nord et du centre. Et puis la chimio-prévention pérenne du paludisme. Mais lorsque on fait tout ça et que le paludisme arrive quand même, il faut vraiment se rendre au centre de santé le plus proche et le plus tôt possible. Déjà se faire dépister. Justement, pour qu'on fasse la part des choses, pour s'assurer que c'est le paludisme. Si c'est le paludisme traité tôt, ça ne se complique pas, ça ne tue pas. Une fièvre, des courbatures peut nous conduire directement au centre de santé pour un diagnostic. Oui, dès qu'on sent la fièvre, la courbature, les maux de tête, chez certaines personnes, on peut avoir envie de vomir. Et voilà. Dès qu'on sent ces symptômes, il ne faut pas faire de l'automédication. Il faut se rendre dans un centre de santé. Aujourd'hui, le diagnostic, il est gratuit. C'est à base des tests de diagnostic rapide, il est gratuit. Et le diagnostic du paludisme. Le diagnostic du paludisme, voilà. Il est gratuit. Alors, quelles sont les étapes, quelle est la prochaine étape du PNLP par rapport à cette lutte? Déjà, on est à l'étape de vaccination, on a 16 zones sanitaires. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, comme je l'ai dit, c'est de travailler à mettre la vaccination à l'échelle. Et ça, si les prévisions tiennent, en principe, d'ici la fin de cette année, ça devrait pouvoir se concrétiser. Et la deuxième chose, il faut renforcer les moyens de lutte qui existent déjà et ne pas vraiment tout abandonner parce que le vaccin est là. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut pas baisser la garde. C'est l'intégration de tous ces moyens, c'est ça qui donne le meilleur avantage en termes de protection. Je ne pourrais pas finir ce plateau sans demander, 2024 à 2025, on sait que les autres années, 2023 à 2022, on a eu droit à des moustiquaires imprégnés. Mais 2024 à 2025, on n'a pas eu ces tours dans les maisons. Est-ce à dire que ça va revenir ou c'est fini pour cette phase de sensibilisation ou de soutien à la population? Les moustiquaires imprégnés, comme on l'a dit, ça constitue un moyen essentiel de protection, de prévention. Et le gouvernement a pris l'engagement de doter la population de cet intrant tous les 3 ans. En principe, l'année 2026 devrait connaître encore une nouvelle campagne. Et les préparatifs sont en cours. Merci beaucoup, docteur Dandonoubo. Je vais finir par y arriver. Absolument. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions, d'avoir apporté des informations par rapport au vaccin antipaludique. Vous également, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci d'être restés pour avoir des informations sur le vaccin antipaludique. Si votre zone sanitaire est concernée, ne vous retenez pas à amener vos enfants déjà à partir de 6 mois à se faire vacciner. C'est 4 étapes, 6 mois, 7 mois,
9 mois et 18 mois. Et votre enfant est protégé contre le paludisme. Mais surtout, n'oubliez pas les mesures de prévention, la moustiquaire, l'hygiène autour de soi. Et je crois que le palu, on dira au revoir. Pour dire au revoir au palu, il faut donc prendre les dispositions, dormir sous moustiquaire, ça, il ne faut jamais l'oublier, et fermer, mettre des grilles, des barrières au niveau des accès de votre maison, et les moustiques, surtout, ne pas les élever. Oui, vous élevez parfois des moustiques sans le savoir, un pneu réchappé qui contient de l'eau, le caniveau qu'on remplit, et puis bon, donc il ne faut pas être patron des moustiques et puis se plaindre du palu après. Docteur Dandonungo, merci. Merci. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous, Yasmine Damata. Agréable journée à vous, Alain Souchoumen. Allez, merci à vous, chers amis téléspectateurs. Mes invités donc vont prendre congé de nous, de ce plateau, pour céder la place donc à un autre panel. Et oui, vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, nous parlons d'alimentation. On demande à ce que chacun puisse manger à sa faim. Mais compte tenu d'un certain nombre de facteurs, compte tenu d'un certain nombre de crises, il arrive parfois que la famine frappe à la porte de certaines localités, de certains pays. Comment faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au plan mondial? Est-ce que nous allons pouvoir arriver à nourrir le monde entier en misant par exemple sur écologie, voilà, l'agroécologie. Et justement, Monsieur Environnement Maison est déjà sur ce plateau. William Apollinaire Choki, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super cool, et vous? Ça va. Okay. Moi aussi, je vais super cool. Alors, William Apollinaire Choki, vous avez décidé donc d'aborder cette thématique avec votre invité. Tout à fait. Alors, l'agriculture conventionnelle a montré toutes ses limites en matière de production et de protection de notre environnement. Cette phrase émane souvent des acteurs de l'agroécologie. Ils estiment que notre époque doit se tourner résolument vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Compte tenu des bouleversements climatiques, nous recevons aujourd'hui un ardent défenseur de cette agriculture. Il a nom Patrice Agbo. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Il y a quelques semaines, vous étiez au Sénégal par rapport à cette même thématique, l'agroécologie. C'était quoi, justement, cette rencontre? C'était du 14 au 16 avril, à Saly, au Sénégal. C'était pour bâtir, élaborer une stratégie commune de plaidoyer pour la promotion et la mise à échelle de l'agroécologie dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout au moins. Et au Sénégal, est-ce que déjà cette agroécologie, elle est plus ou moins connue qu'ici au Bénin? Il y a ce qu'on appelle la DITAS. D'abord, le ministère s'appelle ministère de l'agriculture, de l'agroécologie, de tout ça. C'est dedans, quoi. Donc, je vais vous dire qu'il faut s'inspirer du Sénégal. Là-bas, depuis 4 ans, devant le ministre et les députés et la population, le ministre de l'Agriculture nous a dit, nous avons divisé... Le ministre sénégalais de l'Agriculture nous a déclaré devant tout le monde, parce que c'était la 2e édition de la DITAS, ça veut dire la dynamique pour la territorialisation de l'agroécologie au Sénégal. C'est ce que ça veut dire, ça. Ils en sont aujourd'hui la 3e. Donc depuis hier, il y a une caravane qui va sillonner toutes les régions du Sénégal pour montrer l'importance de l'agroécologie et aller vers une stratégie nationale pour l'agroécologie. C'est ça. Donc, il a dit que par volonté politique, c'est pas sur papier, c'est concret, c'est devant les paysans. On a consacré 30% du budget qui était destiné à acheter des intrants mortels. C'est ça pour les intrants organiques. Personne ne l'a contesté dans la salle. Ça veut dire que c'est une réalité. Vous allez au Burkina Faso, parce que nous étions 14 pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient présents à Salé. 14 pays issus de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, 15. CEDEAO, c'est 15, donc on était 14 avec plus de 70 participants. Vous voyez? Donc, au Burkina Faso, là, c'est 10%. Ce n'est pas du papier, quoi. Ce n'est pas la théorie. Les acteurs même étaient là. Moi, j'étais parti ici avec un grand producteur d'intrants organiques du Bénin, avec un cadre du ministère de l'Agriculture. On était 3 dans la délégation. C'est nous qui les avons choisi pour dire allez partager ce que vous connaissez en agroécologie avec eux. Parce que le Bénin a désormais une stratégie depuis 2002 ou bien 2003. Vous voyez, donc,
Sur papier, le Bénin avance, mais sur les actes, le Bénin n'avance pas du tout. Alors justement, vous dites que sur papier, on avance, mais dans les actes, on ne fait rien pas du tout. Alors quel est l'état des lieux par rapport à l'agroécologie dans notre pays? L'état des lieux aujourd'hui, dans l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, surtout au Bénin. Au Bénin. Oh, bon, le Bénin, c'est quand même un cas. C'est-à-dire, le Bénin, vous savez qu'il y a quelques jours, le ministre nous a dit que le Bénin met ce 26 milliards pour acheter des engrais chimiques de synthèse. Il dit que désormais, on achète des semences hybrides. Ce n'est pas le chemin de l'agroécologie. Pas du tout. Il le sait. Mais, comme on nous l'a dit, le gouvernement vient au pouvoir a un temps pour faire des actions et ils suivent le calendrier pour assurer la sécurité alimentaire. Mais M. Sagbo, moi j'ai envie de vous demander, quand vous défendez, quand vous proposez l'agroécologie et de l'autre côté, le gouvernement met 26 milliards pour acheter des intrants, des engrais chimiques, est-ce que le gouvernement ne poursuit pas l'objectif de la forte productivité? Et avec l'agroécologie, est-ce qu'on peut atteindre également cette productivité-là? C'est la question que les gens posaient. Parce qu'il y a, je me souviens, il y a 15 ans derrière, Djinoukoum parlait de l'agroécologie comme une alternative aux organismes génétiquement modifiés. C'est ici, sur ce plateau, dans tout le Bénin, qu'est-ce qu'ils racontent comme ça? Est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde? Oui. C'est ce qu'ils ont dit. Mais avant eux, l'agroécologie nourrissait très bien le monde. Au Bénin, ici. L'agroécologie. La chose est possible encore. C'était possible depuis. Ce n'est pas maintenant. C'est aujourd'hui, il y a eu une pression des industries qui fabriquent les semences hybrides et les intrants chimiques de synthèse sur nos gouvernants. Peut-on dire alors que le Bénin s'ouvre aux OGM? Mais entre vous et moi aujourd'hui, il n'y a aucun document officiel qui me montre qu'ils ont accepté. Mais dans les faits, on ne sait pas. Si on dit semences hybrides, les OGM constituent une sorte de semence hybride. Je ne vois pas ce qui va me dire le contraire. Parce que semences hybrides, c'est les semences de monopole. Tu ne peux pas les multiplier. Elles sont brevetées, elles sont industrielles. Tu ne peux pas acheter sans avoir... C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter, par exemple, elle dit, j'irai multiplier pour avoir le même rendement. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas les multiplier, les produits, sans utiliser les intrants chimiques de synthèse. Parce qu'il s'agit d'un itinéraire technique. Tout le monde sait ça. Donc, qu'est-ce qu'on refuse? Vous avez reçu quelqu'un avant moi qui parle du palu. Le palu, là, si tu ne manges pas bien, ce n'est pas le palu seul. Tu seras toujours malade. Quels que soient les intrants chimiques que tu vas prendre de la pharmacie, là, tu seras toujours malade. Donc, il faut parler de la nutrition des enfants. Tout ce qui vous a raconté ici dans le paquet, là, il n'a pas parlé de la nutrition des enfants. C'est un volet très important. Et lorsqu'on dit nutrition, on ne parle pas de la pollution de la nourriture avec ces intrants chimiques-là. C'est impossible. On ne parle pas de l'embrigadement des semences. Parce que les semences que nous avons ici aujourd'hui, là, le paysan a le droit de le multiplier, de les produire, de les conditionner, de vendre à qui il veut. Il n'attend personne. Il va arriver un moment où celui qui vous vend le semence de monopole parce que c'est brevet dessus, il vend à qui il veut et au prix auquel il veut. Ces semences sont devenues plus chères, à 5 fois plus pour le paysan. Alors, M. Sagbo, qui va accepter ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, que l'agroécologie n'a pas encore pris le terrain comme nous. Ça a pris du terrain. C'est-à-dire que l'agroécologie existait depuis. Ce n'est qu'un nom qu'on a donné. Donc ça existait. Mais l'agroécologie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Justement. C'est 80% des paysans qui nous fournissaient de la nourriture sans regarder intrants. C'est lorsqu'on a commencé par utiliser produits coton, là. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, quand même, la tendance, elle est un peu inversée. Il y a quand même... Vous affirmez ou bien vous posez la question? Je pose la question, justement. Je veux savoir si ça... Ah ben c'est ça. Donc il faut dire ça existait. Aujourd'hui, on a corrompu la foi des paysans. On a corrompu la foi des paysans pour leur dire, sans engrais, vous ne pouvez pas. Il y a 2 ans, on a quand même qui... Sans pesticides. Sans pesticides, vous ne pouvez pas. Y en a... Attendez, on a fait même du chantage par rapport à eux en amenant un maïs jaune ici. Le maïs jaune, le kilo, coûte 3 500 francs. Et on leur a dit, avant d'avoir engrais là,
vous devez acheter 2 à 3 kilos de cette semence de maïs jaune-là. Sinon, on ne vous vend pas de l'engrais chimique. C'est ça. Donc, c'est du chantage. On les a assujettis. On sait que sans engrais chimique, désormais, vous êtes convaincus. On vous a convaincu que sans engrais chimique, vous ne pouvez pas produire. Et cette semence, on vous l'impose. Monsieur Sago. C'est ça. Monsieur Sago, voilà le tableau. Qu'est-ce que les paysans peuvent faire aujourd'hui pour retourner complètement à l'agroécologie? Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Les paysans, moi j'ai vu, au Sénégal, j'ai vu des producteurs d'intrants organiques, organisés. Il y en a ici, beaucoup. Au Burkina, beaucoup. Au Sénégal, beaucoup. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ces intrants-là. Mais on m'a raconté une anecdote. Oui, dites-nous. Un producteur d'intrants béninois qui est connu. Et on a dit, on a un marché. D'intrants organiques ou bien... D'intrants organiques ici. Oui. Il a postulé. Et il sait que le marché est garanti pour lui. Lorsqu'il a postulé, on sait que l'argent va sortir là. On lui a dit maintenant qu'il ira en compétition avec d'autres producteurs qui ne sont pas étrangers. Qui ne sont pas béninois. Qui ne sont pas béninois. Et c'est ces étrangers-là qui ont gagné le marché. Est-ce que vous comprenez ça? On ne comprend pas ça. On doit encourager. Parce qu'on nous a dit que c'est parce qu'ils n'étaient pas nombreux qu'on va commander les intrants chimiques de synthèse. Nous, on ne dit pas que d'un coup, on va changer tout. Mais on doit avoir une volonté de transition. Lorsqu'on parle de transition agroécologique, c'est tout ça. C'est-à-dire que on ne brusque rien, mais de manière intelligente, progressive, nous commençons par essayer ce que nous avons. Monsieur Sago, pour la compréhension de nos téléspectateurs, oui. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent des questions. Quand on parle de l'agroécologie, oui. Quelle est la différence entre l'agroécologie et l'agriculture biologique? Conventionnelle. Non, on ne dit pas la même chose. On va se comprendre. Oui. Vous parlez d'agriculture biologique ou bien de conventionnelle? Non, l'agriculture biologique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois a remarqué qu'il achète une pastèque. Oui. 2-3 jours après, ça commence pas à pourrir. C'est ça. Il achète 2-3 mangues. S'il ne mange pas rapidement, ça commence pas à pourrir. On lui dit de manger bio, donc biologie naturelle. Il va acheter des carottes à côté. 2-3 jours après, s'il ne les met pas au congélateur ou au frigo, ces carottes commencent pas à pourrir. Alors, pourquoi tout pourrit dans ses mains alors qu'on parle de produits en griffe naturelle? Vous avez tout dit à ma place. Mais je ne veux pas faire la différence entre l'agriculture biologique et écologique. Ça, c'est autre chose. On va faire ça là. C'est l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et agroécologique. C'est de ça qu'on va parler. Vous avez fait une discussion. Vous êtes un bon enseignant. Merci. Voilà, donc le consommateur doit commencer par faire la remarque que depuis un certain temps, lorsque j'achète une mangue, orange, ananas, même de l'igname, pommes de terre, je les garde 3 mois après, tout ça commence par pourrir et sentir suinter. C'est ça. Dès que vous voyez ça, sachez que c'est pourri d'engrais chimiques de synthèse. Et si vous mangez ça, c'est comme ça que la décomposition aura lieu dans votre organisme et tout se décompose et vous mourrez lentement. Il faut comprendre ça. C'est pas pour faire peur aux téléspectateurs, mais parce que moi-même, je suis allé au Burkina. Je vous jure, devant Dieu, devant les hommes, j'ai vu des pommes de terre grosses. Et j'ai acheté 2 sacs. 9 000 fois 2, ça fait 18 000. J'ai amené ça ici. J'ai étalé ça dans la chambre. 3 jours après. Ça sent quoi? Ça sent très mauvais. Odeur. Ça a commencé par pourrir. Pourri. 3 jours après. Je vous assure. Du Burkina, je l'ai amené ici. C'est comme ça. Nous sommes, c'est-à-dire que vous achetez de la mangue. Vous amenez les mangues à la maison. Vous trouvez des grosses mangues là. Vous ouvrez avec couteau là. Il y a vers de terre dedans. Des parties sont pourries dans la mangue. Ça, c'est des faits concrets, chers téléspectateurs. Vous savez ça. Vous allez acheter dans une région de chez nous. Je ne veux pas appeler ça, mais les gens savent ça. Tous les crincrins que vous rencontrez à Tokpa, dans nos grands marchés, viennent de ces régions-là. Eux-mêmes le savent. Ils ne mangent pas. Mais aujourd'hui, M. Sago, comment faire? Je n'ai pas fini. Vous avez posé votre question. Si vous touchez à ça, vous avez l'huile.
Ça veut dire qu'on vient de pomper vite, immédiatement, on vous amène ça. On a passé le temps pour aller sur tout non, ce que moi, je ne prends vos questions. Mais néanmoins, aujourd'hui, comment faire? Même la laitue de Cotonou, c'est la même chose. Monsieur Sagbo, c'est ce que le Béninois commun appelle catastrophe, c'est la même chose. Monsieur Sagbo, oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Maintenant, aujourd'hui, comment faire pour que chaque Béninois puisse quand même essayer de pouvoir se nourrir autrement, sans pouvoir ingurgiter tout ce que vous venez de citer comme aliment? C'est pour cela que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des exemples au Bénin qui montrent qu'on peut manger bien sans crainte. Ça existe. Vous avez donné l'exemple la fois passée que c'est une dame. Tout à fait. Une enseignante est venue ici, elle nous a parlé des enfants. Ouais. Ces initiatives existent. Chaque année, nous faisons des foires agroécologiques, semencières, pour inviter tous ceux qui font ces bonnes pratiques-là en matière de nutrition, semences, et les biofertilisants, tout ça là, pour montrer que on le fait même au niveau de chaque commune, pour montrer que c'est possible, que nos États s'y inspirent pour dire, nous allons commencer à réduire progressivement l'argent que nous envoyons dans les autres pays pour acheter les États. Si on prend les 26 milliards par exemple et qu'on encourage les producteurs... Non, je n'ai pas le problème des 26 milliards. Mais les 26 milliards, c'est le conseil des ministres. Et le ministre m'a parlé de ça. Oui, maintenant, tout à l'heure, allons-y par rapport aux exemples pour changer la donne. Donc les exemples existent. Ouais. Les exemples existent partout. Partout, ça existe. Je ne vais pas vous indiquer des endroits, vous savez que ça existe. Vous êtes journaliste, vous voulez me taquiner. Non, pas du tout. Vous savez, pas du tout. Je prends le maïs seulement. Oui. Le maïs. Vous savez qu'il y a plusieurs qualités de maïs dans notre pays. Oui, il y a le maïs du Koubé, le maïs du Mono, le maïs du Nord. Et les paysans là savent les caractéristiques de chaque maïs. Si tu veux faire du wall, de la pâte tendre bien là. On sait là où on ira chercher tel maïs. On sait que on prend 1 kilo de ce maïs là, ça donne plus de 3, c'est-à-dire de poudre. Ils connaissent ça. Ça, c'est de l'agroécologie. Si tu prends la pâte et tu construis ta pâte, tu la prépares la pâte aujourd'hui, et demain tu dois faire la pâte du demain, la pâte est pourrie. Vous voyez que la pâte recyclée ne tient plus. Ne tient plus. C'est ça. Même la bouillie fait des bruits. Vous voyez, tu fais je sais pas, des émissions en haut, et tu ne peux plus boire ça. C'est ça. Le danger est donc. Le danger est là. Mais on connaît des structures aujourd'hui qui produisent beaucoup de bio-intrants. On les connaît. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est des groupes. Ils sont même organisés, on les connaît. Nos semences paysannes sont là tous les jours à notre portée. On n'a pas besoin de demander des permissions. Le kilo même, c'est 400, 500 francs. C'est-à-dire que le paysan produit, il sait que je vais faire de la conservation. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi demander à chaque Béninois d'avoir un petit potager derrière sa case? Non, si tu dis ça, c'est comme si on ne respecte pas les Béninois. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur enseigner ça. Ben aujourd'hui, on a parlé des cases. Par le passé, nos parents le faisaient, mais ça existe. Avec l'urbanisation. Il y en a plus. Par exemple, je dis, par exemple, sur une dalle, on peut quand même installer quelque chose. On a déjà vu tout ça ici. Voilà, ouais. Lorsqu'on parle d'agroécologie, il faut parler des sols, de l'eau, de qualité, des semences de chez nous. Ensuite, les intrants d'ici. Bon, voilà. Et il faut des hommes. Les paysans engagés ne sont pas à Cotonou. Ils sont dans nos communes et on les connaît. Il ne faut pas leur imposer pour dire on veut produire ceci, c'est ce que vous êtes. Non, si vous les laissez. Je donne toujours l'exemple de 2008, où il y a eu vraiment la crise alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ici. On a, après avoir donné de l'argent pour les riz, tout ça, spaghettis, etc., là, on a demandé aux gens de ramener les vallées et de donner les semences. Ils ont fait du miracle. On n'a pas pu conserver les récoltes. C'est ça. On a pu donner de la nourriture au Togo et au Niger. Il faut crier pour dire ça. On a donné de la nourriture au Niger. Le Niger de l'AES, là. On lui a donné de la nourriture. On a donné de la nourriture au Togo. Le Bénin a fait ça. Les paysans béninois ont fait ça. Donc les paysans béninois, là, avec leurs connaissances traditionnelles, sont capables. Il faut cesser de corrompre leur foi, de leur engagement. Ils savent le faire. La jachère, la rotation, etc. Ils savent faire tout ça pour les terres. Si vous voyez, nous sommes dans un cercle vicieux. Et lorsque vous donnez, tous les ingénieurs agronomes savent que
les engrais chimiques qu'on met sur la terre n'est pas bénéfique pour la terre. C'est juste pour nourrir la plante. C'est juste pour nourrir la plante. Et d'année en année, vous devez augmenter. Vous devez augmenter. Mais c'est le phénomène contraire pour les intrants organiques. Chaque fois que vous mettez sur le sol gagne. Ouais. Et la saison prochaine, on réduit. Mais pourquoi ne va-t-on pas? On dit on est pressé. On est pressé pour mourir. Non, on n'est pas pressé pour mourir, on est pressé de produire et gagner beaucoup d'argent. Non, produire, parce qu'il faut faire la différence. Produire beaucoup et on est dans les rendements. On est rendement pour qui? On est rendement pour ceux qui produisent les intrants et les semences. Mais toi qui consommes, tu paies en santé. Il n'y a aucune sécurité sociale pour toi. Tu dois le savoir. Ensuite, la nourriture est un choix. On ne peut pas imposer un seul type d'aliment à des citoyens d'un même pays. Il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, il y a des chrétiens, et ceci. Il y a même des gens qui ont des interdits alimentaires, qui ne peuvent pas consommer ce que vous voulez imposer. Attendez, les légumes, tout ça, on va utiliser intrants chimiques. Les fruits, intrants chimiques. Le nourriture consistant, intrants chimiques. Mais tu es tu es emballé dans un cercle où tu ne peux pas t'en sortir. Le menu de l'entrée à la sortie, au dessert, en passant par le plat de résistance, il y a de l'engrais sur toute la ligne. Tu es condamné. Monsieur Sabo, je crois tout le monde le sait on aura d'autres créneaux. Là, c'est comme ça. Oui, merci beaucoup à vous, monsieur Sabo. On aura certainement d'autres créneaux. C'est vous qui avez refusé qu'on parle. Non, le temps est parti, il y a d'autres invités qui viendront. Mais il faut bien expliquer les choses aux gens pour dire qu'on n'est contre personne. C'est notre manière d'accompagner le gouvernement. On comprend la stratégie du gouvernement pour dire nous allons nourrir tout le monde. Mais il faut nourrir les gens pour ne pas les envoyer à la pharmacie, en préservant leur santé, etc. Surtout pour les enfants, c'est vraiment, il faut le faire. Merci la qualité des sols aussi est à préserver. Merci beaucoup à vous, M. Sabo. Vous êtes environnementaliste. Avec vous, on a parlé bien sûr de l'agroécologie, avec ses bienfaits. C'est sûr, les gens vous ont compris et puis on saura changer la donne pour permettre à l'environnement de mieux se comporter. Mais on vous remercie aussi. Moi, j'ai été là-bas et c'est des journalistes béninois qui ont répercuté l'information vraiment sur le Bénin. Vous avez vu, donc vous faites un travail colossal. Merci, monsieur qui est aussi ingrat parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous que vous nous acceptez comme ça. Les industriels sont mal à l'aise lorsque nous parlons de l'agroécologie. Mais que Dieu leur pardonne. On va tout de même pas fermer la porte à ceux qui veulent préserver notre santé. Voilà. L'industriel, c'est d'abord pour sa poche qu'il travaille, qu'on le veuille ou pas. Ça, bon, de toutes les façons, moi, je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs, c'est la saison des mangues. Voilà. Il y a certaines personnes, William, pour éviter les mouches, ne mangent pas les mangues dans la journée. Exactement, c'est comme moi. Elle préfère cette personne-là manger la nuit. Oui. Et puis on coupe, on avale en même temps. Il faut disséquer. Exactement. En fait, c'est ça. Il faut bien regarder dedans. Il y en a qui font ça. Oui. Donc il faut vraiment découper, voir s'il n'y a pas des verres dedans et des parties qui sont pourries. Si tu es dans la nuit, là, tu avales tout ça. Donc, si vous mangez la nuit, vous allez tout manger justement. Pourquoi ne pas manger en journée pour éviter ça? Non, c'est pour éviter les mouches, que les mouches t'envahissent. Mais si vous évitez les mouches en journée, la nuit, vous avalez les verres. Non, il y a la lumière quand même. Merci, M. Sabo. Sacré, M. Sabo, j'ai envie de dire. Eh oui, il est un ardent défenseur de l'environnement. Vous l'êtes aussi. C'est parce que vous l'aimez que vous invitez à en parler ici. Merci, ceux qui ne veulent pas en parler n'invitent pas les gens pour en parler. Donc nous devons vous féliciter. Et que votre famille se porte très bien. Amen. Rien de mauvais ne vous arrivera. Amen. Merci beaucoup. Apollinaire William Tchoki, on va continuer cette émission. On va laisser M. Sabo partir. On aura compris qu'il faut désormais faire très attention à ce que nous mangeons. C'est vrai, il faut produire beaucoup, il faut faire du rendement et tout ça. Mais quand on mange, il faut être en bonne santé. Exactement. Il faut vivre. Et pour vivre justement, William Apollinaire Tchoki, il faut habiter de belles maisons. Tout à fait. Et là, on va inviter M. Kidjo de venir sur le plateau. S'installer, justement. Parce qu'avec M. Kidjo, mesdames, messieurs, vous allez le comprendre, nous allons parler de ce matériel de construction. On vit aujourd'hui dans un environnement de béton, on vit dans un environnement de dalles, on vit dans un environnement où il fait chaud et malgré ça, nous fermons nos portes, nous emmurons. Est-ce qu'il ne faut pas changer la donne? Nous parlerons donc de cette brique
économique et écologique. Tout à fait. Les villes modernes utilisent souvent des matériaux grands consommateurs d'énergie et polluants, et pourtant, il existe des matériaux sains qui utilisent nos grands-parents par le passé, bien sûr, des briques en terre cuite avec de grandes propriétés isolantes. On est un compatriote qui a pu développer cela ici au Bénin. Son unité s'est installée à Zobodomé et qui fabrique des briques en terre cuite. Il a développé une expertise. Exactement. William Apollinaire Tchoki, ce que je propose, on va rappeler aux téléspectateurs que c'est déjà le débat. Le débat aura lieu autour de ce thème-là. Et on va justement installer notre invité. On va l'accueillir avant d'avoir ses premiers mots. On va lui dresser le tapis que voici. Vivre dans une maison où il fait bon vivre dans une maison où on dépense moins d'énergie, la chose est possible, William Apollinaire Tchoki. Tout à fait possible. Et puis, l'un des promoteurs de ces briques en terre cuite qu'utilisent beaucoup de gens aujourd'hui au Bénin, il est ici avec nous en studio. Il a nom Franck Victor Kidjo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Kidjo. Vous n'étiez pas fait pour fabriquer ces briques en terre cuite, mais vous êtes, je crois, ingénieur informaticien. D'abord ingénieur en électronique. Et puis après, j'ai fait l'informatique 19 ans en système informatique, sécurité informatique. Et aujourd'hui, vous êtes un fabricant de briques en terre cuite. Le stress est trop dense de l'autre côté, donc j'ai changé un peu. Alors, qu'est-ce qui explique ce virement à 360 degrés, monsieur Kidjo? Ah, c'est complexe parce que ce virement a été fait après plusieurs difficultés de santé dues au stress. Parce que quand vous savez, vous êtes ingénieur système, vous êtes administrateur réseau, quand il y a une attaque de votre entreprise, tout le stress est sur vous. Vous avez 500 personnes qui travaillent. Quand il y a une panne, tout le monde est sur vous. C'est des stress à gérer régulièrement. Et j'avais une entreprise aussi en Belgique qui avait beaucoup de clients que je supervisais à distance ou bien sur place. Et à un moment donné, je suis tombé malade. Et puis, bon, le médecin m'a dit un jour, si vous voulez vivre longtemps, changez de boulot, monsieur. Tout bonnement. Et un matin, je me suis levé et puis j'ai démissionné dans tout. Et j'ai décidé de rentrer au Bénin. Mais rentrer au Bénin, ça ne suffit pas. Est-ce que, par le passé, vous avez déjà une idée de dire, alors, il vaut mieux que je fabrique ces briques en terre cuite qui ont de nombreuses propriétés. Non seulement vous-même, vous êtes dans une maison construite en terre cuite. Est-ce que, par le passé, cette idée vous hantait? Oui, ça me hantait parce que je ne comprenais pas déjà. J'avais acheté une maison en Belgique qui a été construite en 1958 pendant le Salon international universel. En 1958. Ça a été construit en 1958. Et puis, je me suis rendu compte à chaque fois, pendant l'été, notamment en été 2003, où ma fille est née, ma deuxième fille est née, il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous avez suivi ça ici, beaucoup de morts en Europe à cause de la chaleur. Tout à fait. Et tout. Et il y avait cette canicule indescriptible. Et je voyais que là où j'avais mes ordinateurs, tout était frais et tout. Je regardais les murs, je regardais tout, je disais pas possible. Et en plus, ma femme est architecte d'intérieur, et fait beaucoup de rénovations et tout. Et un jour, on est venu et puis elle m'a juste suscité. Mais pourquoi on construit en briques? Il fait humide et chaud au Bénin. Les parpaings. Les parpaings, il fait humide. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, parpaing. La nuance est grande. Il fait chaud et humide. Ce n'est pas bon pour votre environnement. Et puis un jour, on était en train de regarder une émission sur la directive riche. L'Union européenne a fait une étude complète sur le béton, le ciment. Et ils ont voulu interdire, mais ils n'ont pas pu parce que le lobbying est très, très, très fort. Et tout, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui découlent du béton. On le sait très bien. Et je me suis dit, bon, ça c'est une bonne idée que je mets sous ma cape là. Une fois que j'aurai fini, je viendrai au Bénin et puis je vais essayer de faire la brique en terre cuite parce que la qualité de vie dedans n'est pas comparable avec le béton. Donc j'ai commencé l'aventure avec toutes mes économies, 19 ans d'économie, et je suis arrivé, mais je peux vous dire que nous sommes réfractaires au changement. Hein. Ah oui? Ah bah ouais. Vous voulez dire que vous regrettez d'être là, c'est ça? J'ai regretté pendant tout un temps. J'étais sur le point de repartir. C'est effectivement, ça c'est vrai. J'étais sur le point de repartir parce que il y avait vous savez comment les notes sont. Vous avez un ingénieur, je ne nommerai personne, un ingénieur de renom qui est ici qui dit non, la terre cuite n'est pas bonne. J'ai vu, il ne connaît pas la terre cuite, mais la terre cuite n'est pas bonne. Un autre va venir, un architecte va dire. J'ai même vu un ingénieur qui a dit à un client qui dit si c'est venu de France, c'est bon. Si c'est fabriqué au Bénin, on ne le prend pas. De l'argile, on en a ici au Bénin, n'est-ce pas? Oui, pour eux, l'argile
Il y a l'argile français et l'argile du Bénin. Donc l'argile, c'est une roche calcaire qui est universelle, qu'on trouve partout dans le monde entier. Ouais. Et je n'ai pas compris. Le client est venu me voir pour me dire, il t'a dit, il dit, ok, d'accord, mais écoute, achète tes parpaings en ciment. Pourquoi tu viens me raconter ça? Celui qui sait, sait. Et aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'ingénieurs et d'architectes au Bénin. Je le regrette, c'est bizarre, parce qu'en général, c'est la première année d'architecture qu'on vous apprend les matériaux de construction. Et la terre cuite fait partie des premiers matériaux de construction qu'on vous apprend, avec les caractéristiques, l'isolation thermique est 10 fois plus élevée que le ciment et tout. Mais quand un client vient les voir pour dire « je veux construire en terre cuite », c'est eux qui refusent. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette opposition à l'utilisation, à l'exploitation des briques en terre cuite? Alors, cela se résume à notre mentalité, parce que d'abord, déjà, actuellement, je suis le premier à le faire, le seul à le faire, et le produit commence à prendre. Donc déjà, il y a une résistance sur beaucoup de chantiers du PAG où on dit, c'est le Béninois, hein? Oui. Il a le monopole, on brise le monopole. On va amener quelqu'un pour casser ce monopole. Comme dit le monsieur qui est passé précédemment. Monsieur Sagbo. Monsieur Sagbo, oui. On n'encourage pas les gens. Je donne l'exemple du Nigeria. Obasanjo, avant de partir, il a pris Dangote, il a pris certaines personnes, il a dit à la Banque centrale, donnez-leur tout ce qu'il faut, je veux faire des champions dans mon pays. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais nous, côté francophone, je ne sais pas si c'est un héritage français, mais on a un problème de destruction. On a une force de destruction massive pour les Béninois qui viennent pour faire des choses. Et tout le monde le sait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certains lobbies derrière qui découragent, qui ne veulent pas voir changer la donne, utiliser les briques en terre cuite pour construire? On préfère continuer à utiliser le ciment, parce que là, on s'est dit, voilà, le ciment, on va en vendre, les fers, on va en vendre. Parce qu'avec les parpaings, on dépense plus, alors qu'avec la terre cuite, on dépense moins. Oui, parce qu'en fait, les lobbies, il n'y en a pas beaucoup. Le seul problème, c'est la méconnaissance générale. Parce que quand vous avez... Les architectes, ils ont été à l'école, ils ont fait de grandes écoles, n'est-ce pas? Oui, mais... Ils connaissent la terre cuite. Parfois, je me pose la question, quand je suis devant eux, que je discute avec eux, j'ai fait pas mal de shows avec des architectes, même en Paris, qui sont au Bénin. J'en connais, qui sont bons, très, très, très bons. Parfois, ils me disent, oui, le Béninois pense que tout ce qui est rouge, c'est de la terre de bas. Donc, en fait, c'est difficile de le convaincre. Ça aussi, il y a ça. Mais c'est le prescripteur. Mais monsieur Kidjo, quand on va à Porto-Novo, par exemple, une ville ancienne, on a vu des bâtiments coloniaux qui sont construits avec des briques en terre cuite et qui, jusqu'aujourd'hui, encore résistent. Même ici à Cotonou, la préfecture. Oui, mais c'est encore là. C'est tout à fait là. Mais alors, pourquoi alors ne pas tenir compte de ces exemples pour dire, mais c'est quand même un bon exemple on a oublié, et on a une nouvelle génération d'architectes qui ont évolué et grandi dans le béton. Donc, il y a tout un travail à faire. Aujourd'hui, nous avons les projets du PAG qui ont incité les gens à voir ce que c'est que la beauté de la terre cuite. Et ça commence à revenir. Vous voyez Ganri, tout le monde dit que c'est magnifique, c'est merveilleux et tout. Mais malgré ça, il y a des gens qui n'arrêtent pas de détruire le produit. Monsieur Kidjo, on va faire ceci. On va parler du produit en lui-même, de ses bienfaits. Alain, si vous voulez qu'on parle de produit de ses bienfaits, on ira à la régie parce qu'on a un élément qui présente un peu ce produit. On va parler des briques monomures que M. Kidjo aussi fait au niveau de son unité. On va à la régie, on va sur cet élément. En consommateur d'énergie et polluant. Alors que les architectes et ingénieurs d'autrefois avaient découvert un matériau sain et aux grandes propriétés isolantes, la terre cuite. La brique monomure est une brique de terre cuite aux qualités thermiques exceptionnelles, conférée par sa composition minérale intrinsèque et sa structure alvéolaire révolutionnaire. Elle a une durée de vie pratiquement illimitée. Elle offre une résistance totale à la propagation du feu. Elle fait barrage à l'humidité. La brique monomure se caractérise aussi par son extrême solidité. Une brique peut supporter à elle seule une charge de plus de 80 tonnes. Mais le principal atout de la brique monomure est sa résistance thermique plus de 10 fois supérieure au plot de ciment. Nul besoin d'isolation supplémentaire. La brique monomure, grâce à ses qualités thermiques uniques, est un climatiseur naturel. Par forte chaleur,
la température intérieure ne dépasse pas 24 degrés. Et en hiver, elle isole contre le froid et l'humidité et permet de garder la chaleur à l'intérieur de l'habitat. La facture énergétique en est réduite de 30 à 40%. La mise en œuvre des briques monomures est simple et propre. Elles sont collées par un mortier-colle qui forme un joint mince, ce qui permet une économie de 90% de mortier en moins par rapport à tout autre type de construction. Et pas de bétonnière. Elles s'imbriquent facilement les unes sur les autres, réduisant le temps de construction de manière significative. Les briques monomures ainsi assemblées forment un mur porteur. Celui-ci répond aux normes parasismiques en vigueur. Les réalisations possibles sont nombreuses et sans aucune contrainte architecturale. Maisons individuelles, bâtiments d'habitation et collectivités jusqu'à 7 étages. Au-delà des économies d'énergie, les occupants de bâtiments en briques monomures profitent d'une qualité d'air intérieur extrêmement saine, puisqu'elle ne dégage aucun gaz toxique. Eh bien voilà, nous avons donc suivi cet élément merveilleux. William Apollinaire Choki, comment on peut avoir une telle merveille et continuer par s'abonner de façon indéfinie au béton? Ben, cela, ça ne se comprend pas. Et puis, vous avez, quand vous avez suivi le truc, il y a quand même, moi, j'ai pu noter quelques phrases fortes. On dit, par exemple, que ça a une durée de vie illimitée. On dit aussi résistance à la propagation du feu, quoi. Ça dit, même quand il y a feu, cela vous protège. Ça vous protège. On dit faire barrage à l'humidité. Ça dit, quand vous êtes même en hiver, en Europe, quand il fait froid, à l'intérieur, la température est à 24 degrés. Et quand il fait chaud, la brique fait tout pour donner un peu d'humidité à l'intérieur. Alors, on veut quoi? Et on dit encore que cette brique peut supporter un poids de 80 tonnes. Mieux, moi j'ai compris quelque chose. Dans l'élément, il est dit que quand il y a séisme, par exemple, ces bâtiments-là ne bougent pratiquement pas. Non, mais ça a des propriétés pour lutter contre le tremblement de terre à faire. Alors, monsieur Kidjo, quand on a toute cette richesse-là, et surtout l'argile qui est disponible, pourquoi un peu partout au Bénin. Un peu partout au Bénin. Comment est-ce que nous allons arriver à vendre ce produit? Voilà. Là, je ne commence pas à parler marketeur. Comment est-ce qu'on va arriver à vendre aux Béninois ce produit pour que les gens se désabonnent du béton? Est-ce que c'est cher d'acquérir ce type de briques pour construire? Comment est-ce que ça va se passer? Non, en général, d'habitude, c'est cher. Nous sommes actuellement en Afrique les seuls à vendre les briques. Quasiment, on est proche des prix des parpaings. Au Nigeria, c'est le triple ou le double. Les parpaings, c'est les briques faites à base de les briques sable, de 15, les briques de 10. Exactement, les briques de ciment, quoi. Les briques de, exactement. Voilà, ce que nos briquetiers de quartier font tout le temps. Exactement. Voilà. Donc, c'est les briques de 15, de 20, de 10 et tout ça là, c'est les parpaings. On fait les mêmes en terre cuite, mais on est quasiment peut-être à 3%, 5% plus cher quand c'est fait normalement dans les règles de l'art, je veux dire, que les parpaings. Parce que nous utilisons de la biomasse pour cuire nos briques au lieu d'utiliser du combustible fossile qui coûte extrêmement cher. Donc, ce n'est pas la cherté qui est le problème, c'est le mindset, c'est le changement de mentalité qu'il faut absolument apporter aux Béninois. Parce qu'une fois qu'on goûte à la terre cuite, on ne veut rien d'autre. Je connais 1 ou 2 architectes qui ont construit pas mal de bâtiments au Bénin ici, avec mes briques, et qui ont adopté ça. Bon, ils ont freiné un peu parce que nous avons une demande actuelle élevée compte tenu des projets du PAG, qui fait que le résidentiel en souffre un peu au niveau des livraisons. C'est d'où on est en train de se préparer pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, en fait, la première chose, c'est de changer la mentalité et de leur dire que ce n'est pas de terre de bas. Et de faire la différence entre l'hydraforme ou bien brique stabilisée. Faisons justement cette différence-là. Généralement, quand vous allez, quand on est au Bénin, quand vous rentrez dans les zones de Révier, dans les zones d'Alada et tout ça, vous voyez des artisans qui compressent la terre rouge. Avec un peu de ciment. Avec un peu de ciment. On creuse un puisard ou bien on fait un puits, on récupère le sable. Ça, c'est déjà une brique. Mais est-ce que c'est la même brique
Est-ce que c'est la même chose que la terre cuite? Non, ce n'est pas une brique. Une brique, selon Larousse, c'est du matériel à base d'argile qui est moulé, séché et cuit. Quand vous prenez Larousse, c'est comme ça. Le parpaing, c'est du ciment, sable et eau. Maintenant, la brique stabilisée, c'est de la latérite et 5% à 7% de ciment. Alors, nous savons tous, d'après les études que j'ai faites, les formations que j'ai faites un peu en Allemagne et en Belgique, qu'il n'y a pas de liaison intime entre la latérite et le ciment. Ils finissent par se s'effriter. Vous allez remarquer que quand on fait ça, sur certains bâtiments, ça s'effrite. Et en plus, comme il y a 90% de terre, ça absorbe de l'eau. Vous avez des couleurs noires qui apparaissent dessus. Donc, c'est des champignons qui ne sont pas bons pour la santé. Pour la santé. Ouais. Donc, ces briques sont de bonne qualité. Ces parpaings sont de bonne qualité pour les zones où il ne pleut pas beaucoup. Ou si vous voulez les utiliser, il faut des coursives tout autour du bâtiment pour éviter que la pluie ne vienne frapper les murs. Bien, c'est très lourd et ce n'est pas conseillé pour construire les maisons en hauteur. Bon, la terre cuite, elle est légère. Sa plus grande force, c'est qu'elle fait le tiers du poids d'un parpaing en ciment. Donc, quand un architecte fait son plan, R+2, +3, +4, il remet ça à l'ingénieur pour calculer. Ça, c'est encore un autre problème qu'on va avoir. Si l'ingénieur prend toutes les caractéristiques de la terre cuite et fait son calcul normalement, la descente de charge fait que les poids est du tiers du parpaing, donc le dimensionnement de fer et tout ça là varie. Ça réduit un peu le fer déjà. En général, ils utilisent un projet qu'on appelle le robot ou autre. Ils mettent le programme dedans. Ils n'ont pas changé les caractéristiques des matériaux qu'ils veulent utiliser. Ils appuient sur le bouton, ils vont boire leur café, ils reviennent. Et puis, vous sortent du fer et des raidisseurs partout. Et c'est là, il faut un travail des ingénieurs, des architectes prescripteurs et le reste, le consommateur, il trouve son compte. On va y revenir, mais en attendant, mesdames et messieurs, vous savez, ce plateau, c'est le partage. Hein, et nous allons demander à Apollinaire Tchoki de céder sa place. Pourquoi pas? Toujours humble. Hein? Ouais. Ah ouais, TH, on va désormais vous appeler TH. Allez, Apollinaire William Tchoki, vous cédez votre place à Alain Tossonon. Voilà, mon homonyme. Hein. Alain Tossonon, merci de vous installer. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Merci pour la patience et merci surtout pour la fidélité à ce programme. Oui, alors, avec vous, Alain Tossonon, nous allons continuer la discussion. Vous nous suivez déjà dans les coulisses. Est-ce que vous aussi, vous comprenez, vous arrivez à comprendre la réticence des architectes béninois à l'utilisation des briques en terre cuite? Bon, il faut dire que un changement n'est jamais facile. Et il faut du temps pour pouvoir changer les mentalités. Comme on l'a dit, il faut travailler sur le mental et ça prend beaucoup de temps. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour y arriver, d'abord, c'est vraiment de communiquer sur je dirais, les pertes ou les gains qu'on a à... Les avantages que nous avons à utiliser les briques en terre cuite, par exemple. Absolument. Donc, je pense que c'est ça qui n'est pas suffisamment connu par beaucoup et qui fait que les gens sont hésitants ou résistants à vraiment adopter donc, les briques en terre cuite. Parce que certains ne savent pas et font évidemment cette confusion entre les briques en terre cuite et puis tout ce qui est stabilisé et tout ça. Ce n'est pas parce que vous avez pris la terre rouge que vous avez mis du ciment pour compresser, faire des briques, que vous avez une brique en terre cuite. Oui. Et dans l'imaginaire collectif aujourd'hui aussi au Bénin et un peu partout autour de nous, c'est que lorsque vous ne construisez pas un bâtiment avec du tout ciment, du tout béton, c'est comme si vous n'avez pas les moyens. C'est que vous êtes pauvre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ça qui fait qu'effectivement, dans la sociologie actuelle, c'est qu'effectivement, tout ça, il faut pouvoir déconstruire ça et ça va prendre du temps. Donc maintenant, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut travailler. Et je crois que le gouvernement est sur ce terrain-là. C'est déjà de donner l'exemple. Hein? Avoir des bâtiments administratifs qui sont construits à partir comme on le voit un peu avec les marchés.
Donc, on peut aller plus loin avec des bâtiments administratifs vraiment construits à... Imaginez par exemple que le gouvernement érige un bâtiment R+7 pour l'administration, rien qu'avec ce type de briques. Oui, et je crois qu'il y a déjà des exemples. Il y a déjà quand vous prenez le siège de l'ADECOB à Ndali, vous allez là, vous allez être impressionné par rapport à tout ce que vous avez comme confort thermique. Et c'est ça, je pense qu'il faut absolument faire savoir les avantages qu'on a à tirer en termes d'efficacité énergétique, parce que c'est ça justement. Si nous voulons diminuer aujourd'hui la facture énergétique dans les bâtiments administratifs et même pour des particuliers, nous avons là un petit... voilà, je pense qu'on a un moyen de véritablement... Mais en plus de ça, c'est tout ce qu'on gagne en matière de santé. Est-ce que vous voyez? Quand on sait que très bien aujourd'hui, en milieu urbain par exemple, 60% donc, des émissions de gaz à effet de serre dues à l'habitat. Donc c'est l'habitat qui est responsable. C'est-à-dire que vous 60% des gaz à effet de serre. Une maison en béton, il fait chaud dedans, vous êtes obligé d'allumer la climatisation. Voilà, il n'y a pas le confort thermique, voilà, en termes de qualité de l'air à l'intérieur. Vous n'avez pas ça, la ventilation, vous êtes obligé de faire recours à la climatisation, ce qui vous revient cher, mais ça a aussi surtout des conséquences sur votre santé. Est-ce que vous voyez? Donc, et si on calcule ça, on doit se dire il vaut mieux absolument changer de disque. Il faut absolument aller vers ces matériaux qui sont très, non seulement à cause de la qualité de vie que cela vous procure, voilà, mais en plus ça ne devrait pas être très coûteux. Et je crois que c'est là aussi le gouvernement doit travailler à encourager, promouvoir ces promoteurs-là qui s'investissent dedans pour aussi faire en sorte que le marché, que ces entrepreneurs soient capables de satisfaire le marché. Parce que vous imaginez, si on arrive à un moment où tout le monde veut adopter, c'est qu'ils ne pourront pas vraiment satisfaire le marché. Donc on a besoin de les encourager et je crois que en matière par rapport au changement climatique, on doit avoir quand même des moyens de pouvoir accompagner ces entrepreneurs parce qu'on sait très bien que en matière d'émissions de gaz à effet de serre, si on doit diminuer, parce que 63% des émissions de gaz à effet de serre au Bénin, c'est l'énergie. Donc si nous voulons absolument réduire cela, voilà une opportunité de vraiment... Il faut miser là-dessus. On peut miser là-dessus. Alors, monsieur Franck-Victor Kidjo, au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous parlons déjà des bienfaits de ce type de briques que vous fabriquez? Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait agir sur un certain nombre de leviers pour encourager des opérateurs économiques comme vous pour dupliquer l'exemple un peu partout dans notre pays? Moi, je peux dire que le gouvernement fait déjà un effort. Parce que là, nous sommes à 2-3 mois, je crois, 2-3, maximum 4 mois, d'ouverture d'une des plus grandes usines 2.0, comme on dit, au Bénin. Il n'y en aura pas, il n'y a pas dans la sous-région, il n'y en a pas ni au Nigeria, qui a 7 usines de 100 000 tonnes qui n'arrivent même pas à satisfaire. Donc, nous allons arriver à ça et tout est automatisé, comme vous avez vu dans l'élément tout à l'heure. C'est-à-dire que votre système sera fait de telle sorte que dès que le processus commence, c'est la brique qui sort. Palettisé. Donc, je peux vous dire que nous sommes si je vous dis aujourd'hui, nous sommes à un taux de production aujourd'hui de 5 et que, bon, avec la nouvelle entité qui va sortir, nous serons à 5 sur 5, c'est-à-dire que nous ne multiplions pas 20, en fait. Nous ne multiplions pas 20, la capacité de production qui va, avec la qualité aussi, qui va sortir, malgré toute la déconstruction qui se fait autour du produit pour pouvoir imposer. Est-ce que quelque part, M. Kidjo, cette déconstruction ne vous est pas aussi imputable, vous qui opérez dans le secteur? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur la communication réellement? Vous avez raison. Vous savez, nous sommes dans un environnement. Et cet environnement nous impose une certaine réserve parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on vous voit trop dans ce pays, c'est les ennuis qui commencent pour vous. Bon. Donc, j'ai fauté, mais à culpa, en restant en retrait, en ne faisant pas trop de communication parce que
c'est compte tenu de l'expérience du début et des cours qu'on a reçus qui fait qu'on reste en retrait. Non, mais désormais, nous, on viendra vous chercher tout le temps, hein, M. Kidio, ça c'est clair. Il n'y a pas de problème, je suis là. Parce qu'il n'y a pas que... J'ai entendu l'agroalimentaire, il y a beaucoup de choses à faire. Parlons justement de l'agroalimentaire. Alain Tossono, on veut manger pour être en bonne santé, on mange pour vivre. Désormais, dans nos plats, le poison est présent. Qu'est-ce qui empêche les pays africains, les gouvernants africains à sauver leur population en mettant l'accent sur l'agroécologie? Oui, je pense que dès le début, on a voulu nourrir le monde. Hein. On a dit il faut lutter contre la faim et on a pensé qu'avec l'agriculture intensive, qu'on allait arriver à le faire. Chimiques. Mais on se rend compte qu'on n'est pas parvenu. Le bilan montre qu'on n'a pas pu, jusqu'à maintenant, alors en finir avec l'extrême pauvreté, la faim. Donc ça veut dire que ce n'est pas la voie qu'il faut prendre. Mais on a vu comment l'agroécologie, pendant des siècles, a contribué à nourrir. Voilà, vous prenez dans nos pays africains et tout, l'agriculture qui nourrit les gens, c'est l'agriculture familiale. Hein, et elle est fondée sur des techniques d'agroécologie. Donc, si les gens ont continué à exister, à vivre, ça veut dire que quelque part, c'est l'agroécologie qui a contribué à cela. Vous allez au Japon, l'un des pays où les gens vieillissent mieux et vivent longtemps. Et vivre longtemps, c'est l'agroécologie. Et on voit que ces dernières années, et même avec les dernières COP et autres, on revient maintenant, on demande de faire la promotion de l'agroécologie. Donc, on s'est rendu compte que quelque part, que maintenant, on a fait fausse route. Mais fort heureusement pour nos pays africains, nous n'avons pas abandonné complètement l'agroécologie. Mais on a voulu adopter cette agriculture intensive justement pour faire des cultures de rente et tout ça, on a vu aujourd'hui. Mais donc, comment on fait pour revenir à cette agroécologie? Donc, je pense que déjà, je crois on l'a tout le temps dit ici, c'est qu'il faut d'abord documenter tout ce que nous avons comme pratique agroécologique. Endogène. Ça existe, les agriculteurs connaissent et savent très bien. Lorsqu'une terre est complètement devenue pauvre, on met du soja et puis bon voilà, la terre elle reprend pas d'Angole. Ça se sait. Donc, et on savait que par exemple, là où on fait de l'igname, chez moi, on ne met jamais des engrais chimiques. Cette terre, elle est réservée exclusivement pour faire de l'igname, on n'y met rien. Donc on ne fait pas autre chose que et on ne met pas du tout de l'engrais. Mais aujourd'hui, vous voyez cette ruée vers la production intensive et tout ça a fait qu'effectivement les paysans ne font plus cette différenciation entre les terres réservées pour faire les cultures vivrières et puis les cultures de rente. Avant, on faisait la part des choses entre les deux. On n'utilisait pas les mêmes terres pour faire ça. Donc on est arrivé à un moment où, effectivement, aujourd'hui, là où on fait du coton, après on peut mettre du maïs, on peut mettre... Alors que ça ne devrait pas être fait. Donc aujourd'hui, on a des leviers. D'abord, il faut qu'en matière de politique publique, on essaie de redonner à l'agroécologie sa place. Ensuite, c'est d'accompagner donc ces agriculteurs-là qui veulent continuer à faire de l'agroécologie, à fabriquer des engrais organiques et tout. Et même en milieu urbain, aujourd'hui, les déchets solides ménagers, voilà, au lieu d'aller les enfouir quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument mettre en place un dispositif et des stratégies pour pouvoir encourager la fabrication, à faire le compost. Parce qu'on sait, si vous prenez les déchets solides ménagers, près de la moitié, sinon même plus de la moitié, c'est du sable avec des déchets organiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un potentiel qui est là, on a un problème à régler avec ces engrais chimiques que les agriculteurs utilisent pour même les légumes et tout ça. Il a parlé de ça. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On met en place le dispositif, le tri à la base, et puis on récupère tout ce qui est, déchets organiques, on fabrique. Et les matins, vous allez voir, les maraîchers et autres vont venir chercher, comme je l'ai vu ailleurs. Donc, les matins avec les tracteurs, ils viennent chercher leur compost, on leur vend ça.
Alors, ils utilisent... En fait, vous faites de l'argent avec vos ordures. Mais évidemment, évidemment. Et je pense que là, c'est pour ça que là, on parle aussi de la création des emplois verts. On peut organiser les jeunes, ces jeunes qui peuvent parcourir les hôtels et les restaurants, ne serait-ce que pour récupérer les restes de repas et tout, et qui fabriquent quelque part, on leur trouve de l'espace. Et ça, c'est déjà un projet pour les jeunes. Et nous... si vous allez sur le marché, vous aurez maintenant comment on appelle, des légumes. Monsieur Kidjo a envie de réagir sur la question. Je dis oui, parce que il y a le compostage. Actuellement, on voit un peu partout en Europe, les gens y pissent et puis le matin, ils amènent leur pipi, c'est de l'urée. Et puis aussi, les cendres, quand on fait c'est du potasse, c'est de la potasse. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on mélange aujourd'hui. Les Occidentaux qui nous ont amené cette culture intensive, les engrais chimiques sont en train de reculer. Et il n'y a pas une seule maison, moi je vois en Belgique, une seule maison où les gens n'ont pas un petit coin où ils mettent leur propre salade pour éviter de manger ce qui a été produit intensivement. Même en ville. En ville, partout, sur les balcons, vous avez des tomates, vous avez des trucs comme ça. Le Béninois, il faut qu'il apprenne maintenant à lui-même savoir que ce qu'il mange, c'est ça qui le tue. Donc il faut qu'il sache, parce que bon, on a besoin de faire du coton, de faire des t-shirts, de faire des tissus. Ça, on ne le mange pas. Ouais, donc, on peut utiliser des engrais et tout ça là. Mais tout ce qui rentre dans la bouche, là, il faut qu'on fasse attention parce que le problème, ce n'est pas l'engrais. C'est l'éducation de l'agriculteur. Pour savoir si l'agriculteur commence par laisser l'engrais. Non, mais il peut utiliser l'engrais même, mais il faut qu'il utilise en fonction de la terre qu'il a, la quantité d'engrais qu'il faut juste. Des doses. Il ne respecte pas. Vous achetez un ananas, 2 jours après, ça pourrit. Vous achetez des trucs. Et il y a un problème, il y a un réel problème. Et là, c'est l'éducation. Parce que, bon, on peut utiliser de l'engrais, mais il faut éduquer les gens, tout simplement. Mais l'agroagriculture est obligatoire dans chaque maison. Il faut mettre une partie, mettre du piment, mettre des tomates. On ne peut pas se permettre de bétonner tout. Non, pas bétonner tout. Tu mets une grappe de pommes de terre dans une portion de 1 mètre sur 1 mètre de terre, tu laisses ça, et puis après tu viens récolter des kilos de pommes de terre. Donc, vous savez, on n'aime pas se gêner. Et c'est ça le gros problème. Et il y a un gros travail à faire, c'est la certification. Et je crois que ça va permettre à ceux-là aujourd'hui qui veulent manger sain, de savoir ce que j'achète, est-ce que c'est du bio ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation... Avec peut-être des boutiques, des points de vente spécialisés. Spécialisés. Mais on dit, bon, aujourd'hui, sur le marché, on dit, ouais, ben, voilà, lui, c'est des produits bio. Mais comment on arrive à savoir réellement que c'est du bio? Donc, il faut absolument que le gouvernement travaille à cette certification-là pour qu'on sache que véritablement ce qu'on mange. Au-delà de la certification, comme le dit M. Kidjo, si dans chaque maison, puisque de toutes les façons, chacun dort quelque part, même quand on est en location, on a quand même une petite portion à côté, on peut mettre des sacs de jus, mettre du terreau dedans, de la terre arabe. Les produits de la tomate. Les produits de la tomate, du piment, du crin-crin par exemple, et tout ça, au lieu de manger des crin-crins vaporisés à l'insecticide. Moi, je ne mange plus d'épinards. Ah oui? À maman, je ne mange plus d'épinards. C'est une dame qui m'a dit, avant, comme il disait en fond, la mi-fière, c'est quand on cuit. Quand on parle d'épinards, c'est notre boma. Boma, là. Quand on presse, la main est nickel. Ouais. Maintenant, c'est à noir, tout noir. Et personne ne comprend pourquoi c'est comme ça. Il dit, c'est le produit qu'on met dessus. Est-ce que les produits qu'on met dessus sont adaptés à ces épinards? Donc, le seul problème, c'est, comme dit monsieur, il faut certifier les bio. Moi, je mange bio depuis 1990. Donc, ça coûte cher. Mais on est en bonne santé. Mais je sais ce que je mange. C'est ça. Il faut préserver sa santé. Ah oui. Et puis, là, j'ai construit R+2 au 2e étage. J'ai mis toute une parcelle, et avec un jardin que j'ai planté. J'ai du basilic, j'ai des tomates, j'ai du boma, j'ai des trucs comme ça. Et ça me permet d'aller couper ma salade. Rapidement. Laver ma salade sans bicarbonate pour enlever les pesticides. Et puis je mange ma salade, c'est pas de problème. Quoi. Il faut habituer les Béninois à faire de mini-culture chez eux. Eh bien, pour terminer, je pense que le gouvernement doit encourager, accompagner, éduquer les agriculteurs, parce que si on ne mange pas sain, après,
Les hôpitaux seront remplis de monde. Aujourd'hui, vous voyez, on va parler de toutes ces maladies, que nous avons, voilà, et on va construire tellement d'hôpitaux et le gouvernement va dépenser vraiment cher à soigner. Non, on a déjà un gros problème. Donc, on a déjà un gros problème. Donc, je pense qu'il faut revenir à l'agroécologie. Aujourd'hui, vous avez vu, la Suisse vient de faire comment on appelle, des rails sur, voilà, avec des panneaux solaires sur des rails et tout ça. Hein. Il faut des toits verts. Des toits verts aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'effectivement... J'ai même vu dans un... Ça marche très bien. Ça marche très bien. Des murs végétalisés. Voilà. Hein. Les gens, ils font des murs et sur les murs, vous avez du... Ça permet de conserver une qualité de l'air intérieur frais et donc d'avoir une qualité de vie et de vivre vraiment sainement et avoir une longue vie. Donc je pense que c'est important. C'est important, mais je pense que ça commence à arriver parce qu'il y a l'ONG GIRES avec l'ONG Eco-Bénin qui ont un projet de rénovation. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est pas qu'on va faire de nouveaux bâtiments intelligents, mais de partir des bâtiments qui existent déjà. Et de pouvoir faire des rénovations, voilà, afin de vraiment aller vers ce confort thermique. On comprend mal que des bâtiments qui datent de 1958, de 1960, soient debout, sans fissures, sans rien, et que des bâtiments construits il y a 3-4 ans sous fissures déjà, et puis il y a Fondation Zissou. Alors que nous avons l'argile, nous avons la matière première à portée de main, il faut pas très cher. Il n'y a rien. Allez, cher David, merci beaucoup. Monsieur Kidjo, merci d'avoir promis de répondre toujours quand on viendra vous chercher pour venir nous parler. Merci. Alain Tossounon, merci pour cette fidélité. Chers amis téléspectateurs, nous vous voulons en bonne santé et nous voudrions vous voir vivre dans des cadres, dans des cadres de vie sains. C'est-à-dire que vos habitations autour de vous, on peut être pauvre mais riche de sa propreté, riche de sa santé, riche de son environnement. Et il faut y aller avec sa propre main. Les mains toujours propres et puis tout le reste. Non, il faut creuser un peu, mettre un peu de piment, nettoyer la maison. Et bon, je ne vous donne pas de leçons, je vous rappelle ce que vous savez déjà si bien faire. Allez, et l'autre chose que vous savez bien faire, c'est de nous suivre sur Bénin TV. Stop et fin de Bonjour le Bénin de ce jour. On se dit à demain.